Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au premier webinaire organisé par Collec Online. Alors, je suis Laurent et je serai votre hôte pendant cet événement. Cela devrait durer à peu près 1h30. On essaiera de pas trop déborder. On sait que vous avez tous des agendas très chargés. Alors, qu'est-ce qu'on va y faire pendant cet événement? Eh bien, on y parlera art, NFT, blockchain, métaverse. Je serai accompagné de ma collègue Laetitia qui vous fait coucou devant sa caméra et qui Bonjour à s'occupera de tous. la modération, du chat et des sondages. Et pour commencer, je vais vous présenter donc mes invités qui sont tous de grands spécialistes. Enfin, c'est comme ça qu'on me les a vendus. C'est paraît-il que des grands spécialistes dans leur domaine. Je passe donc la main pour qu'ils se présentent en 1 minute top chrono. On essaie de faire au plus court parce qu'on a beaucoup d'informations à vous communiquer. Et je commence par les dames avec Amel. Amel, bonjour et bienvenue. Bonjour à tous. Alors, mon prénom c'est Amel. Donc, je viens du monde de l'architecture et du visual merchandising. Et je travaille dans l'art depuis 6 ans en tant qu'agent d'artistes contemporains. Et il y a 2 ans et demi, j'ai créé Fumigène, une agence artistique. Et j'ai commencé à travailler avec des graphic designers. Et en janvier 2021, j'ai décidé de créer ma marketplace NFT, donc qui est aujourd'hui une galerie NFT virtuelle. Donc qui est sorti depuis maintenant une semaine et en fait on représente toutes les formes d'art sous forme de NFT, donc de la catégorie art, fashion, photographie, indie labels, et on est sur Polygone. Voilà. Eh ben, c'est parfait, on est sur le timing, c'est nickel. Alors, je vais vous prendre dans l'ordre, messieurs, de mon affichage d'écran. Donc là, j'ai sur ma gauche Jürgen. Jürgen, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, voilà, faites-nous une petite présentation comme Amel vient de nous le faire, nickel. La Ça, continuité. ça marche. Je suis CEO en fait de CISART qui, pareil, on opère sur le marché de l'art, donc on applique les technologies blockchain à ce marché. Notre ambition, c'est de fournir en fait une certification et une provenance infalsifiable des œuvres d'art, mais aussi, surtout, tout en assurant la gestion des interactions tout au long de leur cycle de vie, et y compris en implémentant les droits des différents acteurs légitimement concernés et en fonction du contexte transactionnel envisagé. Donc, en fait, on a une approche assez prononcée, on va dire legacy et compliance by design. Ok, Et pour information, on opère sur cela. d'accord, très bien, impeccable. Et bien là maintenant, je passe donc la main à Loïc. Loïc, bonjour. Bonjour à tous, moi je suis Loïc Chapacher, donc le CIO cofondateur de Collec Online. Donc on a créé une plateforme d'inventaire, gestion et d'exposition d'objets d'art et de collection en ligne à destination des collectionneurs privés, mais également des professionnels de l'art, des galeristes, des musées ou des maisons de vente ou de tout acteur qui a des besoins de s'exposer en ligne. Et on a mis un pied dans le monde des métaverses et des NFT en ouvrant une galerie virtuelle sur le métaverse de Decentraland. Donc, on commence à commercialiser sous forme de box, de galeries à personnaliser, à louer, et voilà, sur le métaverse de Decentraland. Ok, parfait. Merci beaucoup. Je passe la main à Romain. Romain, bonjour. Bonjour à tous, moi c'est Romain Bayal, je suis un jeune entrepreneur à Lillois de 35 ans. Donc ça fait moi maintenant déjà 3 ans que je suis dans l'industrie blockchain, crypto-monnaie. J'ai tendance à être souvent innovateur dans les projets que je mène. Les NFT, je me suis déjà intéressé de ça déjà pas mal de mois, voire même années, avant qu'il y ait une hype, avant que ce soit la mode. Le métaverse aussi, et je me rends compte que finalement, à chaque fois que je m'intéresse à un sujet, finit par être sur le devant d'actualité. Donc, je suis actuellement chef des réseaux du coup du projet Fumigène, enfin de la marketplace avec Amel, qui est ma collaboratrice et associée. Donc, je suis également co-founder de ce projet-là. Et j'ai tendance à m'intéresser à tous les sujets qui tournent autour de cette industrie, que ce soit la partie staking, farming, les NFT, ce que ça représente aussi en termes de ownership. Je m'intéresse aussi depuis quelques temps aussi à tout ce qui est DAO, les organismes décentralisés. Enfin, en bref, je suis un vrai passionné et je dors, je vis, je mange blockchain et au grand désarroi de ma compagne qui est un petit peu jalouse de ma passion pour la blockchain, mais bon, c'est avant tout une passion et j'en ai fait mon métier, c'est vraiment une grande chance
de pouvoir lier passion et profession. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Je passe la main maintenant à Antoine. Antoine, bonjour. Oui, bonjour à tous. Donc moi je viens un peu de l'ancien monde parce que je dirige Drouot.com. C'est une plateforme qui vend des objets physiques. On présente à la vente plus de 2 millions d'objets par an. Ça va de monnaies, de minéraux jusqu'aux meubles, aux tableaux. Et ce sont des objets qui sont présentés par plus de 600 commissaires-priseurs, principalement en France, mais aussi dans des pays voisins, Allemagne, Suisse, Italie, Belgique, Espagne, très très peu l'Angleterre. Et voilà, il se trouve qu'on a quelques-unes de nos maisons de vente qui ont mis en vente sur notre plateforme des NFT. Et que évidemment, on observe tout ça avec curiosité et intérêt. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Eh bien, merci beaucoup. Je passe la main maintenant à Franck. Franck, bonjour. Bonjour à tous. Moi c'est Franck dans les NFT depuis à peu près 2 ans et ce qu'on fait en fait avec mon frère, parce qu'on est deux dans le projet OpenGem, c'est qu'on audite des smart contracts d'NFT. Alors pourquoi tout ça? C'est parce que les NFT sont pas toujours super bien foutus et vous possédez pas forcément réellement vos images quand vous achetez ces NFT ou vidéos ou n'importe quoi d'ailleurs. Et on est un peu là pour vous dire à quel point vous possédez réellement des NFT pour tel ou tel projet ou sur tel marketplace. On est un peu le Yuka des NFT. Voilà. D'accord. Ok, impeccable. Et je finis donc avec Cyprien. Cyprien, bonjour. Bonjour à tous, bonjour Laurent. Du coup, ravi d'être ici avec vous. Merci pour l'invitation. Et du coup, moi, je suis le fondateur de Cardomance, alors qui a un petit peu moins à voir avec le monde de l'art, puisque c'est un jeu de cartes NFT. Donc, je serai là aussi pour vous parler un petit peu de gaming éventuellement s'il y a besoin. Voilà, donc un jeu de cartes NFT qui va être assez proche de ce que vous connaissez peut-être comme un Pokémon, un Magic, un Yu-Gi-Oh! Sauf que les cartes sont des NFT et donc blockchainisées, ce qui apporte énormément d'avantages. Et plus personnellement, du coup, moi, je suis dans le monde un peu blockchain NFT depuis un peu moins d'1 an, donc c'est assez récent. Et je suis archi convaincu que les NFT vont représenter une révolution pour plein de secteurs, dont évidemment le gaming, mais aussi l'art, et c'est un peu le sujet du jour. Ok, très très bien. Ça me permet effectivement donc de pouvoir enchaîner, puisque notre présentation d'invité est maintenant terminée, sur la partie un peu vocabulaire, parce que d'entrée, vous vous êtes tous présentés en utilisant, alors peut-être pour certains de nos participants, des mots qu'ils sont en train de découvrir, métaverse, NFT, blockchain, crypto. On en a tous entendu parler et on a eu une actualité, une médiatisation extrêmement importante lorsqu'un certain Mark Zuckerberg de Facebook a commencé à nous parler de méta. Et c'est certainement là où les médias un peu plus classiques se sont engouffrés dans la brèche. Beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses aussi à côté de la plaque ont été dites. Donc là, ce que j'aurais voulu savoir un petit peu, c'est quoi la définition exacte de tous ces termes? Je ne sais pas, Romain, Franck peut-être? Tu veux y aller, Romain? Ouais, on peut commencer. Du coup, on va essayer d'être vulgarisateur au maximum. Bon, excusez les puristes. C'est l'idée, c'est l'idée. La blockchain, c'est juste une sorte de registre comptable décentralisé qui va stocker des informations. Donc, dans ces informations, on va pouvoir avoir effectivement soit des données d'images, des données musicales. On peut avoir aussi des transactions financières, comme dans le Bitcoin, dans l'Ethereum, etc. Et pour faire simple, c'est au plus on va avoir de serveurs, au plus on va avoir du coup une blockchain qui va être décentralisée. D'où le terme blockchain, chain de blocs. Donc chaque bloc, on peut imaginer que ça permet de pouvoir avoir une décentralisation la plus optimale. Bon là, j'ai fait vraiment très très vulgarisé, comme si je parlais à ma maman. En tout cas, ma maman a à peu près compris avec ces mots-là. J'espère que le public aura compris aussi. Le but, c'était vraiment pas d'être puriste et d'être trop technique. Mais justement, d'expliquer vraiment dans les grandes lignes. Et la blockchain est, pour ainsi dire, finalement, l'évolution naturelle d'Internet, entre autres, et du net, là où ça apporte justement une couche à la fois de décentralisation et ça va aussi redonner du pouvoir à chaque acteur et chaque utilisateur, finalement. Et une certaine souveraineté individuelle, comme j'aime à l'appeler. Ok, d'accord. Donc ça, c'est pour la partie blockchain. La partie maintenant métaverse, NFT, crypto, comment on lit tout ça?
Alors, si je peux enchaîner, c'est intéressant parce que Metaverse, on l'associe beaucoup au Web3 et à la blockchain, alors que finalement, un Metaverse, il en existe depuis déjà des années, puisque finalement, un Metaverse, c'est un univers méta, donc à côté de celui qui existe dans la vie réelle. Et c'est exactement ce qu'on peut vivre dans à peu près n'importe quel jeu vidéo, notamment les MMORPG, etc. Donc, un Metaverse, on va dire que c'est un monde virtuel où régit les règles. Et dans lequel on peut vivre via un avatar et évoluer. Donc c'est un monde persistant, d'accord. Maintenant, assez vite, on s'intéresse beaucoup au métaverse car comme pour la première fois on arrive à authentifier des objets dans la vie virtuelle, donc grâce au NFT, eh bien ça donne beaucoup plus de sens maintenant à ces jeux vidéo ou à ces métaverses, puisque maintenant à chaque fois que vous possédez un objet dans ce monde virtuel, finalement vous le possédez réellement, comme un petit peu, ça se rapproche vachement à ce qui se passe dans la vie réelle. Et aujourd'hui, des métaverses, il en existe beaucoup, qui sont pas forcément basés même sur les mêmes blockchains, finalement. On pense à The Sandbox, puis il y en a celui de Meta de Facebook qui est en train d'arriver. Donc voilà comment je schématiserais finalement le métaverse. On a les métaverses Web 2, jeux vidéo traditionnels, qui sont très centralisés, où les datas sont possédées par les entreprises, par les éditeurs de jeux. Et on a les métaverses Web 3, et là, pour le coup, c'est pas du tout possédé par des entreprises privées, mais par la blockchain. Et comme elle est possédée par tout le monde, finalement, elle est possédée par personne. Voilà, et c'est dans ce sens-là où on possède réellement des choses via ce consensus que Romain nous a décrit tout à l'heure. D'accord. Donc là, la définition que tu donnes, elle vient un petit peu en contradiction avec ce que annonce notre ami Zuckerberg, puisque la centralisation à mort avec Meta et derrière la création d'un métaverse. Donc, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Et c'est là que c'est intéressant parce que ça parle beaucoup aux puristes et ils se demandent vraiment comment Facebook va s'en sortir dans leur discours. Parce que là, ils parlent de métaverse, mais ils ont été jamais vraiment très clairs sur comment ils allaient décentraliser les données, voire peut-être même pas du tout. Donc ça va être assez intéressant. Il n'y a pas eu, je crois, d'annonce officielle réellement sur est-ce que ça va être une blockchain ou pas. Mais à un moment donné, il a parlé de NFT. Alors après, la blockchain, elle peut être aussi possédée par Facebook, car créée par Facebook et pas forcément décentralisée comme les blockchains traditionnelles qu'on connaît aujourd'hui. Donc là, ça va être très intéressant ces prochaines années, voir ces prochains mois finalement. Alors, on a une question là dans le chat où on nous demande, donc en fait, grosso modo, le métaverse est possédé par la blockchain. Exactement. Tant que la blockchain vit, le métaverse aura du sens. Après, voilà, on parle de blockchain, il y en a plusieurs qui existent. On a Ethereum, on a plein. Donc, c'est-à-dire que suivant la blockchain qui est utilisée par le jeu, le métaverse, vous ne serez pas forcément sur toutes les blockchains. Moi, je joue sur The Sandbox, je ne serai pas sur Solana. Mes objets ne seront pas sur Solana, par exemple. Donc, on attend aussi ce fameux moment où est-ce qu'on va arriver à une interopérabilité de toutes les blockchains mais ça pose aussi plein d'autres problèmes techniques qu'on va peut-être traiter tout à l'heure aussi. Okay. D'ailleurs, il y a un vrai sujet aussi qu'a évoqué Franck en termes de centralisation, de décentralisation. Aujourd'hui, il y a une sorte de bagarre un peu entre le monde centralisé et le monde décentralisé. Et on se pose aujourd'hui la question, j'élargis un petit peu sur la partie crypto-monnaie, mais avec des plateformes qui deviennent des mastodontes comme Binance. Les puristes se posent des questions parce que les vrais puristes disent toujours not your keys, not your coins, pardon. Si c'est pas tes clés, c'est pas tes crypto-monnaies. Donc là, aujourd'hui, effectivement, il y a des mastodontes qui sont en train d'émerger, et même aussi dans le métaverse. Et la question se pose, est-ce que le métaverse est vraiment décentralisé s'il est détenu par une entreprise, si en plus il est sur une blockchain qui détient peu de nœuds? Donc il y a un vrai sujet, il y a un vrai débat, encore plus avec Facebook, que ce soit sur tous les domaines. De toute façon, dès qu'on touche à la blockchain, soit NFT, le métaverse, les crypto-monnaies, il y a toujours, entre guillemets, une sorte de combat ou de curseur entre la centralisation et la décentralisation. Et je suis bien curieux de voir ce que ça va donner dans les prochains mois et on verra bien ce que ça va donner. Parce que si je peux me permettre d'intervenir sur la définition qu'on a chez nous, chez Coleconan, donc on est un petit peu puriste, mais est-ce qu'on peut appeler métaverse un métaverse qui est centralisé et un métaverse sans la brique NFT? Parce que pour moi, ce qui a vraiment donné corps et vie au concept de métaverse, c'est de la création de rareté et de propriété dans un univers de réalité virtuelle. Donc là, aujourd'hui, on voit une foule d'acteurs qui étaient dans la réalité virtuelle avant, qui mettent maintenant sur leur site métaverse. On a l'impression qu'il y a des milliers de métaverses et même des marques de vêtements, de luxe, tout ça, tout le monde veut lancer son métaverse, alors que c'est des projets qui sont hautement technologiques, qui vont mettre des années à se bâtir, qui demandent des moyens colossaux. Et voilà, pour nous, notre définition, c'est qu'un métaverse sans cette technologie NFT, sans décentralisation et même sans un système de type DAO, comme on va retrouver sur Decentraland sur lequel on est. Donc DAO, c'est une organisation
décentralisé, autonome, sur lequel où les propriétaires de ce métaverse, les propriétaires terriens ou de la crypto vont voter les lois et vont voter les évolutions de l'environnement. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de libre, là où Facebook, dans son métaverse, il va dire les logements commerciaux, ça sera là, les moyens de paiement, ça sera là, la musique, ça sera là, et demain, s'il veut vous supprimer votre outil de travail, il pourra, ce qui se passe actuellement sur Facebook où des pages se font fermer. Donc là, on est dans une vraie bataille sur qu'est-ce qu'est un métaverse, qu'est-ce que sera un métaverse, et là, voilà, chacun essaie de forcer la vision du métaverse. La nôtre, elle est clairement basée sur la décentralisation. J'aimerais rebondir aussi parce qu'on sait plus ou moins ce qu'est un métaverse aujourd'hui, mais on parlait beaucoup de technologie et finalement aujourd'hui les technologies du métaverse, elles sont assez basiques. C'est de la réalité virtuelle, donc ça sollicite surtout l'œil et éventuellement l'ouïe. Mais à terme, le métaverse, ce serait éventuellement aussi une partie olfactive. Enfin voilà, tous les sens pourraient être sollicités, le toucher, etc. Et ça, pour l'instant, on en est très loin. C'est aussi pour ça que c'est dur de prédire à quoi ressemblera le métaverse de demain. D'accord. Là, on est quasiment à l'équivalent. Alors moi, je suis le plus ancien, à mon avis, dans la bande. On est quasiment dans les années 90-95 où personne ne savait ce qu'allait devenir Internet et tout le monde rigolait en disant renvoyer un email. Moi, je préfère la poste, ce genre de choses. On en est quasiment à ça. On est en train de reproduire tout simplement ce qu'on a connu, ce que tout le monde appelle là maintenant le Web 2, enfin le Web 1, le Web 2. Et c'est ce qui va se passer avec le Web 3 qui arrive, quoi. C'est-à-dire que là, tout est à construire. Il faut convaincre les gens, il faut poser les définitions, il faut poser les bases, si j'ai bien compris, c'est ça? C'est exactement ça. D'ailleurs, si on prend le parallèle de l'adoption des crypto-monnaies, enfin, je fais un petit peu le parallèle sur les crypto-monnaies, hein, c'est quand même la base quand même qui a apporté après la vulgarisation et l'adoption des NFT, etc. On en est à la situation où il n'y avait pas encore de GAFAM. Donc, il faut se dire une chose, c'est que des empires sont encore à créer, il y a encore énormément de choses à créer. On est encore très, très, très tôt. À la fois très tôt, mais on en entend beaucoup parler, mais finalement, je crois de mémoire, je ne sais plus exactement le pourcentage d'utilisateurs de crypto-monnaies dans le monde, mais il y a encore énormément de marge de manœuvre à avoir. Et quand tu fais le parallèle en disant qu'on était dans les années 90-95, je trouve tout à fait ça pertinent, effectivement. Ok, bah écoutez, j'espère que moi là dans les invités, j'ai le prochain gros GAFA du Web 3 qui est là avec nous aujourd'hui. Ça serait cool, ça serait cool. Ok, bon bah merci en tous les cas sur ce point. Alors deuxième question par rapport effectivement à ce dont on discutait, les différents points qu'on a prévus, puisque Collect Online, comme vous le savez, gère effectivement des collections d'objets, des collections d'art. Et donc, là, on a eu un discours assez technique. Est-ce que quelqu'un peut me parler effectivement du rapport que tout ça va avoir avec l'art et les collections? Et là, je me tourne surtout vers Antoine de Rochefort, vers Loïc, effectivement, et puis peut-être Amel aussi. Je vous écoute. Alors Laurent, oui, merci. Moi, j'ai un souvenir très précis, il y a pas très longtemps, le 1er mars, du colloque qui a été organisé par le Conseil des ventes volontaires et l'Académie des Beaux-Arts, et où il y a un collectionneur de NFT qui a témoigné clairement de sa passion, mais de sa passion de collectionneur. C'est un gars qui parlait comme un collectionneur d'art contemporain. Et ce qui fait vraiment comprendre qu'on peut avoir un rapport à l'art digital qui est immédiatement comparable à d'autres formes d'art. Le rapport qu'on a avec cette œuvre, il est du même ordre, la même émotion, passionné par l'histoire de l'artiste, quelqu'un qui a envie to be part of the story, parce que le moment créateur, eh bien, il s'est passé quelque chose, il a été un peu événementialisé, etc. Et le gars qui en parle, quand on entend parler de ça, on acquiert la conviction instantanée que oui, le NFT, l'art digital existe, oui, il y a des fans, et en France, on acquiert aussi d'autres convictions qui sont que, contrairement au monde physique, où il y a clairement un rôle et moi, je croyais que c'était un rôle qui était irremplaçable, le rôle des galeristes pour faire connaître un artiste, etc.
Mais je pense que Amel pourra témoigner plus sur ce sujet-là. Et j'ai découvert là qu'en fait, on avait devant nous, en tout cas dans les early adopters, des gens, parmi les collectionneurs, qui s'étaient fait eux-mêmes leur culture. Et donc, c'est des gens qui avaient investi du temps à découvrir les artistes, à découvrir leur histoire, à découvrir les œuvres, et qu'on se retrouvait avec un mode de commercialisation qui, pas seulement parce qu'on est sur la blockchain et qu'on peut faire une transaction sur la blockchain entre deux personnes directement sans intermédiaire, mais aussi parce que l'information est de plus en plus disponible, s'était formé seul. Et ça, c'est une caractéristique, je pense, qui fait que d'ailleurs, on parlait de métaverse il y a 2 minutes. Je pense que le NFT va plus vite que le métaverse et qu'on aura probablement des usages et la maturité de certains usages plus tôt que sur les métaverses où effectivement on a une expérience encore sur les. Je ne sais pas si on va sur Decentraland, on se dit tiens, c'est bizarre, je n'ai pas l'impression que ce soit tellement plus fluide que Second Life il y a 15 ans. Et donc cette expérience, alors je caricature un peu parce que je connais mal j'avais pas eu moi-même d'expérience de Second Life, mais on sent que en termes d'expérience, on n'aura peut-être pas encore tout de suite la même chose dans les métaverses que ce qu'on peut déjà avoir avec les NFT. Ah pardon. Moi je rejoins Antoine. Donc voilà, moi en tant qu'agent d'artiste, c'est vraiment en fait le travail des galeristes que j'ai fait pendant longtemps. Et quand j'ai créé Fumigène il y a 2 ans et j'ai commencé à travailler avec des graphic designers, je savais pas en fait, je connaissais pas les NFT et je savais pas comment travailler avec eux autre qu'en proposant du branding ou des expositions immersives. Et je voulais vraiment arriver à vendre leur art, pas forcément sous forme de vidéo comme on peut voir dans des galeries. Donc en fait, quand les NFT sont arrivés, ça a vraiment créé un nouveau marché et ça a changé vraiment la donne parce que tous ces graphic designers, ils pouvaient pas vraiment vendre leurs œuvres autrement qu'avec des éditions ou avec du print. Donc, je sais pas, pour moi aujourd'hui, les NFT, c'est une évidence en fait. C'est la continuité du marché de l'art qui se développe et du coup, je trouve ça vraiment super. Et nous, avec Fumigène, on a vraiment la possibilité de promotionner des artistes qui avant ne pouvaient pas vendre leurs œuvres. Donc ouais, mais je trouve ça super. Ok. Ouais, du coup, je vais témoigner. Moi, je suis moi-même collectionneur donc, du monde traditionnel. Je collectionne les monnaies antiques depuis tout petit, les monnaies romaines. J'en ai acquis plusieurs centaines à travers les années. Donc, j'ai fait un grand écart vers les crypto-monnaies en 2015. Donc, ça fait un petit moment. Mais moi, en tant que collectionneur, je recherche des monnaies antiques, rares, uniques. Et en gros, quand on est collectionneur, on n'est jamais, si on tombe sur une copie, ça intéresse personne. Aussi belle soit la réalisation, même si c'est une copie rare, même si c'est ancien, on n'est jamais intéressé par la copie. Et en fait, cette grosse révolution qu'apportent les NFT, c'est de créer de la rareté dans le monde digital. Donc, d'un coup, en fait, on a ouvert le champ des possibles au niveau de la collection de façon extraordinaire, parce que c'est-à-dire qu'on pourrait se mettre à collectionner tout et n'importe quoi de façon digitale. Donc, on a le cas d'une création d'œuvres digitales. Donc là, c'est l'usage parfait, que ce soit une œuvre unique ou série limitée, c'est un excellent usage. Mais on peut se mettre à collectionner des tickets d'événements, par exemple. N'importe quelle marque peut venir créer des petits goodies et distribuer, créer des choses rares. Et en fait, il y a un marché de la collection qui est absolument gigantesque et qui va même toucher des marques qui n'étaient absolument pas concernées avant, que ce soit des marques du retail, des marques du luxe, où on va pouvoir distribuer, même revendre des items. Donc c'est vraiment là, on vient de faire entrer la collection digitale, en fait, on vient de créer ce concept de collection digitale grâce au NFT et c'est fabuleux derrière les marchés, les possibilités en termes de merchandising, de suivi, d'engagement, de fidélisation. En fait, il va y avoir des possibilités infinies parce que c'est vrai qu'on n'est pas rentré dans les détails des NFT, mais derrière l'objet à collectionner, il va y avoir un certain nombre de choses, d'actions qu'on va pouvoir programmer. Donc voilà, quelqu'un qui possède un NFT peut accéder à un lieu privé, va peut-être pouvoir obtenir 20% de réduction à tel endroit, ou va pouvoir. Il y a tout cet écosystème qui va se développer autour de ces petits objets digitaux à collectionner.
Et donc, ça va radicalement la façon de penser le concept de collection. Pour moi. Ok. Sur ça, moi, j'aimerais bien vous partager une réflexion et aussi éventuellement avoir votre avis là-dessus. On entend souvent que les NFT sont une porte d'entrée vers le monde de l'art. Mais en fait, c'est peut-être l'inverse. C'est peut-être même les NFT qui vont populariser finalement l'art. Parce qu'on se rend compte que beaucoup de collectionneurs de NFT, c'est pas des personnes qui seraient allées acheter dans une galerie, aller acheter un tableau. Ou ça. Donc, j'avais cette Tout petite à piste fait. de réflexion et je trouve ça intéressant de réfléchir autour de ça également. Bah, c'est Mais Ouais. d'ailleurs mon cas. C'est d'ailleurs mon ça- cas. Vas-y. Alors, D'ailleurs, mon cas, moi, j'étais plus crypto-monnaie à l'origine. Et moi, la technologie NFT, les cas d'usage qui étaient sous-jacents, je trouvais ça complètement génial. Et puis après, petit à petit, je me suis intéressé à l'art, je me suis intéressé aux artistes. Alors que ce n'était pas forcément trop ma sensibilité au départ. Mais finalement, moi, le pont s'est fait dans l'autre sens. Alors, je pense qu'il y a des ponts dans les deux sens. Et il y a aussi un élément qui est essentiel, c'est la partie ownership. C'est-à-dire qu'on va pouvoir prouver vraiment la possession d'une œuvre d'art. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est très important, que ce soit dans le monde réel ou dans le monde digital. Donc vraiment, je pense que les NFT vont créer des ponts, que ce soit entre le métaverse, les galeries d'art, le monde réel, et vont aussi ramener beaucoup plus de personnes aussi dans le monde de l'art qui n'étaient pas forcément intéressées à l'origine. moi, je vais venir mettre un petit peu de poil à gratter parce que, grosso modo, quand on parle de NFT, pour beaucoup de gens, et pour d'ailleurs les médias, on va dire, classiques, ça s'arrête à des visuels avec des singes et des punks. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, ce fameux soi-disant crypto-art? Puisque, grosso modo, on ne parle quasiment que de ça sur les réseaux médias classiques. Est-ce que pour vous, le NFT, le crypto-art, les singes, les punks, ça se résume juste à ça? Non, complètement pas. En fait, les NFT ont vraiment créé un marché de l'art numérique qu'il n'y avait pas avant. Et nous, par exemple, sur Fumigène, on fait de la co-création avec les graphic designers avec qui on travaille. Donc, on les sélectionne minutieusement et toutes les œuvres qu'ils font, elles sont intemporelles. Donc, nous, on n'est pas du tout dans les singes ni quoi que ce soit. Après, moi, je respecte ce que peut faire Board APE ou d'autres collections, mais c'est loin d'être que ça. Et c'est de l'art, c'est vraiment de l'art intemporel. En tout cas, nous, chez Fumigène. Alors, il y a beaucoup de gens qui posent des questions en disant, bah oui, mais bon, grosso modo, c'est un petit peu ce qu'on a déjà sur le Web 2, c'est-à-dire qu'on a un visuel, on fait un copier-coller, on a récupéré l'œuvre. Donc pourquoi j'irais payer quelque chose des prix astronomiques alors qu'au final, l'image, je l'ai à disposition sur Internet? Quand je fais C'est une très photo de la intéressant. Joconde, quand je fais une photo de la Joconde, elle ne m'appartient pas, la Joconde. C'est C'est pareil. ça, elle est toujours Louvre. C'est pareil. Sinon, Alors- quand je fais une photo de la Joconde, elle m'appartient. Alors, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Avec les NFT, on peut faire le parallèle, c'est la même chose. C'est pas le D'accord. fait de faire un copier-coller que l'œuvre d'art vous appartient. Elle est sur le wallet, elle est certifiée, vous pouvez la revendre, etc., ou la garder. Et c'est la même chose que de prendre en photo, effectivement, la Joconde ou Michel-Ange, que sais-je. Alors, Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Alors après, je fais juste une petite parenthèse parce que je vois des commentaires qui apparaissent sur le chat. Je vous rassure, hein, les singes, je trouve ça mignon aussi, hein, je ne dis pas le contraire, hein. C'est de l'art. Hein. Je suis juste là pour mettre le petit poil à gratter pour faire en sorte que le débat, effectivement, s'active un peu plus. J'aimerais rebondir sur deux points, parce qu'en même Ouais. temps que vous parliez, en effet, il y a un petit débat là sur le chat sur ce qu'est un NFT, et finalement on aurait dû commencer par là, faire une définition même du NFT au-delà du métaverse, qui est finalement une conséquence du NFT. Un NFT, pour vraiment remettre les bases, vous voyez ça un peu comme une capsule, d'accord? C'est vraiment une capsule qui vit dans une blockchain. Okay. Cette capsule-là, elle a la force de pouvoir être authentifiée par n'importe qui, et qu'elle a un caractère qui est unique. Donc vraiment, c'est un caractère unique dans le sens où, voilà, ce token, il est unique, il est là, il vit dans la blockchain. Par le fait que la blockchain fonctionne par un consensus, on peut tous le vérifier qu'il est unique, et n'importe qui peut le voir, ce token-là. Il peut aussi être possédé par quelqu'un, par un wallet, d'accord? Vous êtes un wallet digital, c'est comme ça qu'on identifie des gens sur une blockchain. Dans cette capsule, on peut mettre des choses, mais plein de choses. On peut mettre du texte, on peut mettre des images, on peut mettre des vidéos, on peut mettre n'importe quoi. Donc, il faut bien dissocier l'asset, qui est l'image, la vidéo, etc., du NFT, de la capsule. Donc, on prend une image et on la met dans le NFT.
Donc c'est pour ça qu'en effet, on peut prendre cette image-là, on la copie-colle sur l'ordinateur. C'est juste que là, vous allez prendre juste l'asset. Vous n'allez pas prendre le NFT, d'accord? Maintenant, en fait, du coup, ce qui fait sens avec le NFT, c'est qu'il sert de certificat, de titre de propriété finalement. C'est un petit peu lorsque vous achetez la Joconde, en effet, on en avez parlé tout à l'heure. Ce qui fait la valeur de votre œuvre, c'est pas la Joconde elle-même, finalement, c'est le certificat qui certifie que vous l'avez, qui a été tamponné par un notaire, etc., etc. C'est ça qui fait que vous avez de la valeur. C'est un peu pareil avec le NFT. Le NFT, c'est le certificat, le titre de propriété qui dit, bah, vous possédez l'image originale de ce JPEG. Oui, on peut faire plein de copier-coller, tout ça, mais vous avez l'original. Vous avez un petit peu le check bleu sur Instagram. Vous savez que tout le monde finalement se bat pour avoir. C'est étonnant, pourtant c'est du virtuel. Donc voilà un petit peu pour mettre un peu les bases. Maintenant, je voulais aussi compléter une chose que vous avez dit quand vous traitez l'avantage du NFT. Les singes, les fameux singes, Bored Ape, ce qui en fait la force de ce projet-là, c'est pas forcément les visuels. Certes, ça peut être joli, ça peut être vu comme de l'art, etc. Mais c'est aussi c'est un ticket d'entrée pour être dans une communauté hyper engagée. Il y a des événements ultra privés. On veut faire partie de ce groupe social. Lorsque vous achetez une Lamborghini, c'est pas forcément parce que c'est confortable, etc. D'ailleurs, c'est même l'inverse. C'est juste parce que vous voulez rentrer dans cette classe sociale. Et ben là, c'est un peu aussi ce qu'on vit avec les Bored Ape. Certes, on achète une image, donc je suis déjà propriétaire de la vraie, l'authentique, on peut vérifier. Et en plus de ça, j'appartiens à une communauté qui est jusque-là inaccessible si vous n'aviez pas ce NFT. Même si je fais un screenshot, je ne peux pas être dans ces événements-là. Moi, j'aime bien donner l'exemple de la photographie. Donc, un photographe, maintenant, une photo, bah, c'est numérique, c'est une somme de 1 et de 0, c'est réplicable à l'infini. Et pourtant, la photo d'un artiste, le cliché original, a de la valeur. Et la technologie des NFT, pour ça, elle est juste magnifique parce qu'on donne un outil au photographe de tout de suite protéger sa photo et ensuite de la commercialiser. Et là, on comprend bien que l'original a plus de valeur que les copies. Et sur ce type, de création artistique, c'est un outil qui est parfaitement adapté. Genre, j'ai peut-être juste un exemple aussi pour montrer que le NFT en tant que médium permet aussi des possibilités artistiques qui sont intéressantes. Alors, j'ai plus le nom du projet, peut-être que quelqu'un va réussir à s'en rappeler, mais c'était un projet où en fait des NFT venaient infecter d'autres NFT de votre wallet. Donc, vous avez votre collection de NFT et il y avait un NFT qui était là, alors qui avait un nom un peu style alien et qui venait reprendre un mix des NFT que vous avez et en faire une version un petit peu bizarre, un peu mélangée. Et ça, typiquement, il y a plein d'exemples comme ça. Donc, les NFT ne sont pas juste une digitalisation d'œuvres qui étaient possibles avec le Web 2, c'est aussi un médium à part entière qui permet une expression artistique un peu différente. Alors, j'ai plus le nom du projet, mais c'est ça de vous le retrouver et de vous le mettre dans le chat. Mais c'est vrai qu'il y a une grande confusion qui vient du fait qu'on confond œuvre digitale et NFT. Finalement, si le NFT, on le considère simplement comme un certificat numérique, on comprend beaucoup mieux comment ça fonctionne. Mais là, pour la presse, pour le grand public, en fait, on mélange ce principe de NFT et d'œuvre digitale et du coup, ça perturbe tout le monde. Dans l'absolu, on pourrait avoir un NFT vu comme une facture qu'on va transmettre de proche en proche pour 1 euro symbolique et derrière revendre en argent réel l'œuvre physique. Et là, on est dans un bon usage. Donc, quand on commence à mélanger l'œuvre et son certificat, niveau compréhension, c'est là où ça devient limite parce que l'usage le plus communément admis du NFT, c'est il est revendu sous forme de NFT sur les plateformes directement. Je vais me permettre d'intervenir. Vas-y. Je suis assez d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Et pour ajouter un élément de clarification, en fait, les NFT, c'est vrai qu'ils sont particulièrement adaptés pour les objets numériques. En fait, il faut savoir que les objets numériques, by design, c'est du code binaire. Donc, en fait, c'est reproductible à l'infini, à l'identique. Et même si avec la blockchain, on savait déjà opérer de la rareté numérique avant les NFT, on savait le faire bien avant les NFT. Néanmoins, les NFT, avec les normes, en fait, avec les différentes normes suivant les blockchains qui sont utilisées pour minter ces NFT, et ben en fait, on va pouvoir permettre effectivement d'identifier un actif. Et c'est ça, en fait, l'intérêt des NFT par rapport aux objets digitaux. Typiquement, si moi, je crée une œuvre digitale, by design, elle est duplicable à l'infini, identique. Mais grâce au NFT, et donc le smart contract qui permet de faire fonctionner, à l'intérieur duquel on va effectivement utiliser plusieurs variables qui vont permettre en fait de décrire précisément l'actif que ce NFT est censé représenter, avec également à l'intérieur une variable base token URI dans laquelle en fait on va permettre non pas de mettre une URL,
en fait, juridiquement, c'est impropre. C'est pas une URL qu'on met, parce qu'une URL, c'est cliquable. Donc déjà, en fait, il faut faire distinguo. En gros, on va appeler ça un string, d'accord, qui n'est pas cliquable, mais en fait, qui permet de localiser sur le web où se trouve le fichier original auquel le NFT fait référence. Et donc, en fait, quand on dit qu'un NFT est rattaché à une œuvre, à ce que vous voulez, d'accord, mais pour l'instant, on va parler d'un objet numérique qui a une certaine valeur, donc un actif numérique. En vérité, vous avez en fait le NFT qui représente non pas un certificat de propriété, mais un certificat de possession. Je vais ajouter un autre élément de clarification, c'est que on parle abusivement de certificat de propriété. Alors oui, parce que communautairement, c'est admis en tant que tel dans l'écosystème crypto, grâce en fait aux propriétés des smart contracts, à la blockchain, le problème de la double dépense qui est réglé, etc. Bon, après, ça dépend du design et des patterns des blockchains, mais bon, ça, passons, et des smart contracts. Mais néanmoins, toujours est-il que dans l'écosystème blockchain, il y a un consensus pour considérer qu'un NFT est censé être le certificat d'authenticité qui matérialise numériquement la propriété de ce NFT. Par contre, si on revient dans le monde réel, cette fois-ci, on ne parle plus de propriété. C'est un certificat qui atteste de la prétendue propriété, on va plutôt parler de possession. Donc, il faut faire attention parce que la promesse de la blockchain, qui est en fait de déplacer la confiance des êtres humains vers des protocoles informatiques, et en l'occurrence une base de données décentralisée, modulo en fait effectivement le design de la blockchain, considéré, je suis d'accord, mais la conséquence de la promesse, c'est que si jamais, et ça on ne finit jamais la phrase, c'est que si jamais il y a un problème, un doute, un litige ou autre, alors je suis censé pouvoir produire la preuve numérique, que ce soit un NFT ou en fait une donnée encryptée dans la blockchain. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est réputée intègre et donc immuable. Donc par conséquent, on peut avoir confiance dans l'intégrité de cette donnée. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Donc demain, typiquement, un des enjeux, pour moi, je considère de tout le marché du NFT, véritablement, parce que si on attend les régulateurs, je crois qu'on aura tous 50 ans avant que ça commence à bien se passer, donc oublions-les pour l'instant. L'un des gros enjeux, pour moi, c'est de faire en sorte qu'il y ait une certaine porosité entre le monde crypto et le monde réel, de telle manière, en fait, à ce qu'on puisse cumuler les propriétés, les avantages des NFT avec ce qui, dans le monde réel, peut être considéré comme une preuve juridiquement opposable, en tant que preuve numérique. Si demain, on est capable de faire ça, alors les NFT vont exploser, c'est une certitude. C'était l'élément de clarification que je voulais apporter. Je ne sais pas s'il y en a qui sont d'accord avec moi, mais pour moi, en tout cas, c'est un des enjeux des NFT et donc, en fait, des blockchains et possiblement des métaverses, parce qu'il n'y a pas d'économie sans propriété. Et effectivement, les NFT sont le socle économique et technologique de la propriété numérique. Ok. Très, très bien. Merci pour ces explications. Je passe au sujet quand même suivant. Donc là, grosso modo, de ce que j'entends, effectivement, on va passer du Web 2 au Web 3. Donc pour vous, déjà, vous y êtes quasiment tous passés. Comment ça va se passer pour le commun des mortels? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme transformation quand ma petite dame à la comptabilité va allumer son ordinateur et aller sur Internet? Qu'est-ce qui va changer pour elle concrètement? Cyprien, Romain? Bon, allez, une petite prédiction facile. Déjà, je pense que les générations futures, ils seront déjà beaucoup plus habitués à utiliser des wallets, payer en crypto-monnaie, être habitués à recevoir des NFT en échange d'actions réalisées. Donc ça, c'est du très basique. Après, je ne pense pas que tous les usages seront NFTisés ou transformés en usage Web3. Je pense qu'il y a plein de choses qui sont très bien telles qu'elles sont. Et Jürgen évoquait un point qui est aussi intéressant, c'est que il y a aussi potentiellement une question de est-ce que les États, les juridictions bougent vers le NFT? Parce qu'il y a, je dis n'importe quoi, mais aujourd'hui, pour acheter un appartement, il y a l'obligation de passer par un notaire. On pourrait très bien remplacer ce notaire par un NFT. Est-ce que les États vont un jour accepter ça? Donc il y a aussi des petits inconnus dans l'équation qui sont ceux-là. D'accord. Donc là, grosso modo, si je comprends bien, le Web 1, le Web 2 tel qu'on les connaît aujourd'hui, on aura une couche supplémentaire qui va arriver, mais ça ne sera pas du remplacement. Ça sera un ajout supplémentaire, c'est ça? Est-ce que je peux poser une question? Parce que là, tout à l'heure, on parle de Web 1, Web 2, Web 3, mais est-ce que c'est plutôt clair avec ces notions?
Alors, c'est pour ça que j'ai mis la petite diapo là sur l'écran, si tout le monde la voit bien. Ce qu'on peut appeler le Web 1, donc c'est effectivement juste tout simplement la lecture de différentes pages telles qu'on peut le connaître via l'HTML. Le Web 2, sa définition, on est plus proche effectivement des réseaux sociaux, c'est-à-dire l'interaction de l'utilisateur avec effectivement l'Internet et une communauté. Et donc, le Web 3, c'est quasiment effectivement la même chose, sauf qu'en plus, on va avoir effectivement cette notion de vérification, cette notion de certification que vont apporter les NFT. Donc, est-ce que ce sont des couches qui vont s'empiler, qui vont s'ajouter, ou est-ce qu'il va y avoir un remplacement petit à petit? Pour moi, le Web3, il y a un côté Mais finalement, réappropriation du contenu qu'on vient créer. Moi, j'aime bien donner l'exemple. Actuellement, il y a des gens qui vivent sur Instagram, qui vivent sur Facebook. Demain, ne serait-ce qu'on ne connaît pas la raison, Facebook vient couper sa page, on peut perdre son outil de travail. Parce qu'en réalité, on publie la data qui est exploitée par les gros du GAFA, mais on ne la possède pas. Et en fait, on est noyé dans un flux d'informations. Et même si on a bâti une grosse communauté sur Facebook pendant des années, au final, Facebook change son algo, on n'arrive même plus à toucher la communauté qu'on a créée par la force de son travail, et on doit payer pour adresser la communauté qu'on a véritablement créée. Et ça, c'est un vrai problème de qui possède la data dans le Web 2. Et le Web 3, où il change la donne, si on prend Decentraland, j'aime bien parce qu'il y a toutes les briques du Web 3, on est sur quelque chose qui est décentralisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une entité qui possède les choses. On va pouvoir acheter son propre terrain, on va pouvoir construire ce qu'on veut dessus, et il ne va pas y avoir quelqu'un qui va nous dire le moyen de paiement c'est ça, je ferme ta page, je décide à ta place. Et derrière, en fait, il y a toutes les briques du Web 3 sur Decentraland, c'est-à-dire qu'on est sur des nouveaux protocoles de connexion, ça ne sera plus forcément de l'HTTPS, mais du PFS. Les données sont stockées de façon décentralisée, il y a sa crypto-monnaie, on est dans un monde ouvert et persistant. Et voilà, le Web 3, pour moi, c'est ce côté un peu réappropriation où on achète son terrain et on bâtit ce qu'on veut dessus, et on va créer sa propre histoire, là où le Web 2, on va être dépendant d'une infra aux mains de grands groupes. Donc, on est sur des définitions qui sont variables en fonction des acteurs, mais ça change quand même la philosophie de choses. Dire que la data a une valeur et qu'on peut le prouver grâce à la technologie NFT, derrière, il y a des implications qui sont qui sont énormes. Je pense aussi qu'il y a une chose aussi évidente à dire, c'est que dans le Web 3, l'utilisateur va reprendre finalement le pouvoir. Quand on était dans le Web 2.0, finalement, on avait l'impression de liberté, et moi, j'étais le premier à être passionné par l'arrivée du Web 2. Alors, on pouvait discuter sur des forums, on pouvait interagir, mais finalement, on dépendait toujours, la plupart du temps, d'organismes centralisés qui deviennent la plupart du temps de plus en plus centralisés. Petit coucou à Mark Zuckerberg s'il nous regarde. Je les ai placés dans les participants, mais on lui dit bonjour quand même. En tout cas, voilà, dans la blockchain, en tout cas, c'est pas notre copain en général, parce que voilà, ça représente vraiment quelque chose de centralisé, où finalement il y a une censure, il y a certains pouvoirs centralisateurs au-dessus. Et même si effectivement, tout ne va pas être décentralisé, il reste aussi une place pour le monde centralisé. Et je ne suis pas en train de dire que tout va être décentralisé demain. Néanmoins, ça laisse quand même libre cours à d'autres opportunités, à des réseaux sociaux qui vont être décentralisés, à pourquoi pas, imaginons demain aussi un système comme Uber ou Uber Eats, où finalement, plutôt que d'avoir un Uber, on aura un système qui soit totalement décentralisé, où d'un côté, il y aura un prestataire de service, c'est-à-dire un livreur, et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui recherche un service, c'est-à-dire avoir besoin d'une livraison. Donc, on va pouvoir aussi se passer d'intermédiaire. Et ça, pour moi, c'est aussi une des grandes promesses de la blockchain du Web 3.0, c'est la désintermédiation. Grâce à la technologie blockchain, on peut aujourd'hui se passer d'intermédiaire. Et comme on le sait tous, quand on se passe d'intermédiaire, forcément, ça bénéficie la plupart du temps à l'utilisateur en termes de frais, de coûts et surtout de liberté. Donc pour moi, ça, c'est un élément qui est aussi essentiel. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on va arrêter toutes les banques, qu'on oublie les notaires. Je ne suis pas révolutionnaire, je ne voudrais pas qu'on me tape sur les doigts. Mais néanmoins, tous ces organismes-là vont devoir s'adapter. Pour moi, c'est nécessaire. Il y a des notaires qui commencent à travailler sur ces sujets. Facebook commence à s'y mettre aussi. Et pour moi, c'est vraiment la promesse de redonner le pouvoir aussi au peuple, entre guillemets. Alors je crois beaucoup à cette histoire de désintermédiation, et ça pose un vrai problème dans mon métier, parce que le rôle d'un producteur qui s'insère finalement entre le vendeur et l'acheteur,
il avait du sens quand on avait besoin d'un expert pour savoir ce qu'était l'objet et par qui il avait été peint, par qui le tableau avait été peint, etc. Et il avait du sens quand il fallait diffuser l'information de la vente de manière publique pour que tout le monde ait l'info, pour assurer l'équité entre l'acheteur et le vendeur et l'équité entre les enchérisseurs, donc l'égalité d'accès à l'enchère. Et donc tout ce rôle de tiers de confiance, en fait, il a plus de sens avec la blockchain parce qu'on a tous accès à l'info, on sait qui a édité le NFT. Et du coup, il ne reste plus dans le métier de commissaire-priseur que, et c'est pas si mal pour ceux qui arrivent à bien le faire, le côté plus commercial et marketing, en fait. Et conseil aussi, je suppose, parce que... Et conseil, oui, mais là, c'est pareil. En fait, tout à l'heure, on parlait de communauté. On se rend compte qu'on a deux univers. C'est-à-dire que notre commissaire-priseur, il est habitué à des acheteurs, effectivement, qui ont besoin de conseils, et des vendeurs aussi qui ont besoin de conseils. Or, sur les œuvres numériques portées par les NFT, eh bien, on a un univers, des communautés de gens qui sont déjà aware. En fait, ils connaissent les artistes, ils sont au courant de ce qui se passe, etc. Et quand le commissaire-priseur vient en surimpression, il n'a pas véritablement de valeur ajoutée. Si ce n'est peut-être pour ouvrir des marchés nouveaux, c'est-à-dire donner accès aux NFT à des gens qui ne font pas partie de la communauté. Mais ce grand écart entre la communauté et le monde historique des commissaires-priseurs, en fait, on l'a vu, il y a eu plusieurs exemples. La vente, l'association, l'opération combinée entre Christie's et OpenSea en décembre 2021. Je regardais un article, je crois que le titre c'était La vente n'a pas ébloui. Et en effet, la vente du premier SMS à Paris non plus, elle n'a pas ébloui. Parce qu'en fait, on mélange des mondes, c'est pas tout à fait le bon public. Et d'ailleurs, on le voit, je ne sais pas si vous étiez au courant, en fin février, il y avait je crois qu'il y avait 104 CryptoPunk qui allaient passer en vente chez Sotheby's. Le vendeur s'est rétracté juste avant la vente et on voit bien que en fait, c'est deux mondes qui se confrontent et même qui se taquinent. Parce que c'est rigolo quand on a 104 CryptoPunk de faire monter au rideau Sotheby's et puis de faire marche arrière. Donc c'est très très délicat. Moi je vois ça avec beaucoup d'attention et de prudence. C'est très très délicat pour mes clients historiques, les commissaires-priseurs, et je suis attentif à ce qui va être bon pour leurs clients et donc pour eux, et à ce qui les met en risque. Ok. Jürgen voulait répondre. Enfin, pas répondre, mais réagir. Ouais. Alors, très clairement, vous avez raison de vous inquiéter. Ok, bon, je suis désolé. Généralement, je tire pas sur les ambulances, mais quand même. Non, mais vous avez raison de vous inquiéter parce que très clairement, votre rôle, vous l'avez dit, c'est d'être un tiers de confiance. Point. D'accord. C'était, et en fait, vous avez encore toute votre place dans ce monde. Mais néanmoins, il va falloir que vous repensiez votre rôle. Parce que aujourd'hui, effectivement, vous étiez là pour, entre guillemets, alors, il y a un aspect régulation, conformité, compliance, legacy, etc. D'accord, très bien, parce que vous êtes une profession réglementée. Or, vous parlez à des individus pour qui, dès lors qu'on leur parle d'économie de rente ou de privilège, nous, ça nous gratte un peu partout sur le corps. On n'aime pas trop ça, on va dire. D'accord. Je reste poli. Mais toujours est-il que il faut savoir que là, vous avez, en fait, notre monde est confronté à ce qu'on appelle un paradigme générationnel. Et vous avez des représentants ici. Et ceux qui arrivent après nous, c'est encore pire. C'est-à-dire que, bon, je suis pas là pour assurer, mais on va dire les choses. Si je prends par exemple mes parents, d'accord, qui ont acheté quelques œuvres, on va dire, eux, ne pas passer par une galerie ou une maison aux enchères, c'est même pas envisageable. Moi, déjà, c'est différent. C'est-à-dire qu'en fait, je peux complètement envisager de bypasser les galeries ou les maisons de vente. Et en plus de ça, les médiums, en l'occurrence le crypto art, ça va tellement vite
que vous avez du mal à vous mettre à la page. Donc, en fait, même la partie expertise, vous êtes en retard déjà. Sachant que vous avez une armée de développeurs dans le monde entier qui passent leur temps, vous en avez quelques-uns ici, quand même, aussi, vous êtes des représentants, vous avez une armée de développeurs qui, en fait, tous les jours, pondent des smart contracts. Alors, plus ou moins sécurisés, ça c'est encore un autre débat, mais en gros, on est en train de disrupter massivement le modèle de société centralisée que nous avons connu depuis maintenant, qui s'est construit depuis plus d'un siècle. Et on est rentré dans une société de défiance, très clairement, défiance envers justement cette construction centralisée. Quand on parle du Web 3.0, par rapport au Web 2, Web 1, on va pas se mentir, le Web 2 c'est devenu juste en fait une grosse surface commerciale et dont nous sommes les principales marchandises. Et effectivement, l'ambition du Web 3.0, c'est de permettre aux individus de se réapproprier en fait un vrai rôle, notamment en fait dans ce qu'on appelle les DAO. On l'a évoqué tout à l'heure. Quelqu'un a appelé l'exemple de Uber, je sais plus c'était qui, c'est créer en fait en gros créer une DApp, on va dire, d'un Uber sans Uber. La différence, c'est qu'aujourd'hui, très concrètement, je vais pas rentrer en détail, mais demain, Uber modifie ses tarifs. C'est quoi notre liberté? Ben, soit on la ferme et on continue de payer, ou alors on arrête et éventuellement on peut jouer les trolls sur les réseaux. C'est juste notre pouvoir. Sur une DApp, c'est pas la même chose. Sur une véritable DApp, sur un réseau centralisé, le pouvoir appartient aux utilisateurs. Parce que la principale innovation de la blockchain, NFT ou pas, c'est le consensus distribué. Ça veut dire que tout le monde doit se mettre d'accord. Les règles sont totalement transparentes et les modalités de gestion aussi. Et ça change. C'est la transparence. Il y a quand même juste un paramètre que je voudrais apporter, c'est où est-ce que vous placez l'État là-dedans? Le quoi? L'État. L'État. Vous savez, le truc qui nous chapeaute. Voilà. On fait tous partie effectivement d'un pays ou d'une nation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait partie effectivement d'un État pour lequel chacun d'entre nous va payer des impôts, va payer des taxes, etc. Demain, et je pense qu'Antoine sera d'accord avec moi, quand vous achetez effectivement une œuvre par ce biais-là, c'est aussi un petit peu le garant demain du déclaratif auprès de l'État. Comment ça va se passer avec la partie NFTisation de ces transactions? Moi, je peux répondre, mais j'ai assez parlé, donc je vais laisser quelqu'un d'autre. Moi, j'allais répondre, mais pas à cette question. C'était pour donner de l'espoir, au contraire, au commissaire-priseur. Parce que, en fait, je pense qu'au contraire, il y aura un rôle clé et majeur aux commissaires-priseurs et experts à l'avenir, parce que la clé, pour moi, ça va être de donner une existence digitale à des objets physiques. Donc, si demain, on a envie d'adosser un NFT à un objet physique, on aura besoin à un moment de lier les deux et on aura besoin d'expertise. Je vois mon domaine, la numismatique, en fait, les faux deviennent de plus en plus beaux, ça devient de plus en plus dur pour quelqu'un de déceler le vrai du faux. Et en fait, l'expert, qu'est-ce qu'il va apporter? C'est cette garantie. Et si demain, le standard, c'est d'avoir un NFT adossé à son objet physique ou par une moyen technologique ou physique, on va adosser les deux, c'est là où l'expert et le commissaire-priseur vont avoir un rôle indispensable, parce que si on prend le marché des objets physiques qui existent, et si on veut leur donner une existence digitale, pour plein de raisons, parce que ça peut être la vente, mais ça peut être la succession, ça peut être un simple inventaire, ça peut être pour déclarer des choses au niveau fiscal, demain on aura besoin d'acteurs qui vont pouvoir valider cette existence digitale avec un tampon en disant je certifie que cette monnaie elle est authentique, qu'on l'estime à tel prix, et là demain, si ça devient un standard, prenez les dizaines, les centaines de millions d'objets de collection traditionnels qui existent, on aura besoin de ces commissaires-priseurs et de ces experts pour leur donner une vraie existence sous forme de NFT. Donc c'est là où il faut voir qu'est-ce qu'un NFT. Si c'est simplement la représentation d'une œuvre digitale, peut-être qu'il y a des soucis à se faire. Si demain c'est donner une existence digitale à des objets physiques, là il y a un rôle clé chez les experts et commissaires-priseurs. Je vais juste clarifier mes propos parce que j'ai pas voulu enterrer les commissaires. Je tiens à dire, si vous m'avez bien écouté, j'ai dit qu'elles avaient du souci à se faire et que du coup, il fallait qu'elles se réinventent et qu'elles se repositionnent dans la chaîne de valeur. C'est ça que j'ai dit. Attention, j'ai pas dit qu'en fait elles étaient enterrées. Attention, c'est pas ce que j'ai dit. Donc Loïc, c'est pareil. Hein, c'est pareil avec les banques. Les banques aujourd'hui, c'est encore des intermédiaires qui se rincent sur notre dos. Bon, je vais pas me faire que des copains, mais bon, c'est pas grave. Et clairement, voilà, aujourd'hui, en tout cas, moi, j'ai bientôt 36 ans, mais je suis déjà dans cette mouvance, en tout cas, de désintermédiation.
Et comme l'a dit Jürgen, la génération qui arrive, là, c'est une vingtaine d'années, une quinzaine d'années, ça sera encore plus, ça sera vraiment encore plus. Et aujourd'hui, les banques, à mon sens, aussi ont du gros soucis à se faire. Moi, j'ai des copains qui ont juste Binance avec une carte bleue Binance, ils n'ont plus de banque. Ça ne les intéresse même plus d'avoir affaire au système bancaire. Ils ne veulent même pas en entendre parler. Il faut savoir. Il y a aussi l'aspect climatique. Aujourd'hui, on critique beaucoup les crypto-monnaies pour l'aspect énergivore, un mauvais titre. Il y a aussi beaucoup de l'argent qui circule sur nos comptes est utilisé la plupart du temps sur des énergies fossiles. Et ça, la jeunesse en rend de plus en plus compte. Donc aujourd'hui, il y a effectivement une défiance, comme le dit Jürgen, et il y a aussi une mouvance vers la désintermédiation. Donc tous ces intermédiaires qui sont préexistants vont devoir s'adapter ou quitter, ça c'est sûr et certain. À mon sens, c'est s'adapter ou mourir. Ils n'auront pas le choix et leur rôle va devoir être réinventé. Et c'est finalement aussi, pour moi, l'espoir de la blockchain, c'est de couper les intermédiaires. Et les intermédiaires, vu qu'ils n'ont plus de rôle de tiers de confiance, ils auront à trouver un autre rôle. Et ça, c'est leur propre problème. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les utilisateurs finaux, ils y gagneront au change. Moins un intermédiaire, plus mieux c'est de toute façon pour la société, pour les utilisateurs, à mon sens. D'accord. Alors, c'est pas moins, c'est en fait, à la rigueur, je vais mettre de la pommade. Voilà, bon, j'ai dégainé la Kalachnikov, maintenant, j'apporte les antidotes un petit peu sur les pansements. C'est pas que forcément qu'il y aura moins d'intermédiaires, mais en tout cas, ils seront plus quali. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, l'exigence en face est plus du tout la même. Les pratiques qui étaient valables à une époque vont l'être de moins en moins et vont se justifier de moins en moins. Il y a une exigence de transparence et de qualité des services dont en fait le niveau de satisfaction augmente de manière exponentielle. Nous, on ne se satisfait plus des promesses que quelqu'un peut nous dire. Il faut savoir que dans l'écosystème crypto, il y a un adage qui nous gouverne tous, comme la nôtre Sauron, on va dire. C'est don't trust, verify. On ne fait plus confiance sur la simple parole. C'est ok, tu me dis ça, prouve-le-moi, ou mets-moi en capacité de vérifier. Et ça, c'est limite presque en fait, les maisons de vente aux enchères, c'est cette phrase-là qu'elles devraient retenir le plus. C'est don't trust, verify. C'est comment vous mettez vos clients en situation de pouvoir vous assurer que vous êtes transparent de bout en bout, que en fait les modalités sont claires et sécurisées, d'accord, pour pouvoir et qu'ensuite après votre valeur ajoutée, effectivement, c'est la valeur ajoutée perçue, mais que votre valeur ajoutée est réelle parce que vous faites ceci. Il ne s'agit plus de dire on fait ça, c'est fini ce monde-là. Ok. Alors, il y a, je crois que c'est Aurélien dans le chat qui pose la question, en fait, si on du lien entre un NFT qui porterait un certificat d'authenticité, par exemple, qui serait dans la chaîne, et l'objet physique. Tant qu'on parle d'actifs digitaux, on peut relier les deux. Il suffit de faire un hash du fichier qui porte la vidéo, par exemple, et puis on peut vérifier qu'on peut l'associer de manière complètement, non équivoque avec un NFT. Mais nous, dans notre monde physique, donc même si j'entends bien la vision de Loïc, qui a un sujet sur effectivement la gestion de certificats de propriété, il faut pouvoir associer durablement et irrévocable et de manière non équivoque plutôt l'objet physique avec le NFT qui serait créé lui sur la chaîne. Ouais, c'est là où là c'est, je pense, un des problèmes les plus durs à résoudre. Et le jour où on aura résolu cette liaison entre les deux, je pense que tout va rouler tout seul. Il y a déjà, on voit quelques sociétés tenter différentes approches, genre via une puce NFC qui va être mise dans l'objet, via des techniques de griffes aléatoires, photo de définition, des choses impossibles à reproduire, de la micro-détérioration d'objets invisibles à l'œil nu, où on va pouvoir mettre, voilà. Il existe un certain nombre de techniques qui sont en train de se développer. Après, il faudra que ça rentre dans le commun des mortels de dire, quand je transmets l'objet, je transmets
mais le NFT associé avec. Mais c'est déjà ce qui se passe, je vois dans mon domaine de la collection de monnaie ancienne, une monnaie avec facture a beaucoup plus de valeur qu'une monnaie sans facture. Donc à partir du moment où si on vend son certificat, on vend son objet 25 ou 50% plus cher, si ça devient quelque chose de normal qui va rentrer dans les mœurs une fois que l'association sera faite, je pense que c'est juste une question d'habitude. Pour moi, un NFT, c'est une version améliorée d'une facture et d'un certificat d'authenticité, titre de propriété. Donc c'est juste un usage qui va devoir évoluer. Et une facture, ça se perd dans la vraie vie. Peut-être qu'il y aura des NFT qui vont se perdre et qu'il faudra réémettre. Mais derrière, voilà, ça sera un nouvel usage qui sera peut-être dans notre quotidien à tous d'ici quelques années. Donc concrètement, en fait, on peut se dire que d'ici quelques années, l'intégralité du monde des objets de production ou des objets d'art tente à devenir adjoint avec un NFT. C'est-à-dire que quand on va acheter sa télévision, quand on va acheter sa voiture, quand on va acheter un tableau, à chaque fois, on va récupérer le NFT associé contenant l'intégralité des documents. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez les choses plus tard? C'est vraiment intéressant cette volonté encore. Ça appartient beaucoup à notre génération, cette volonté de vraiment vouloir mettre l'objet physique dans la blockchain, alors que par design, c'est justement fait pour des assets digitaux. Et je pense que ça appartient vraiment qu'à nous. Lorsque vous regardez des jeunes qui ont entre 15 et 20 ans, ils sont déjà extrêmement à l'aise avec le fait de payer cher des choses digitaux. Et ça s'est déjà vérifié dans le Web 2. Hein. Fortnite, il y a des skins qui se vendent énormément cher. Enfin, ça a déjà je sais, je été suis papa. vérifié. Ça a déjà été vérifié en fait. Ce changement de paradigme, il a déjà été en partie vérifié dans le Web 2. Et là, on vit juste la transition vers le Web 3 et qui sera complètement dédié à cette nouvelle génération. Nous, gros dinosaures, on est encore là à dire, mais attends, on va essayer les objets. Mais ça, c'est une histoire de transition, ça. Nous, on se rassure en disant, on va essayer de foutre des objets physiques dans la blockchain, mais ça va vite disparaître, hein, cette pratique, j'en suis persuadé. Car finalement, ce qu'on observe, c'est que la jeune génération aujourd'hui est complètement à l'aise avec le fait d'attribuer beaucoup plus de valeur à quelque chose de digital qu'à quelque chose de physique. Et on a du mal, nous, à le comprendre parce que c'est un changement de paradigme assez violent. Mais au final, quand on écoute ces gens-là, ils nous disent, mais si, Franck, regarde, moi, mon skin Fortnite, admettons, il est dans le Web 3, mais il sera jamais détérioré. On pourra jamais me le voler. On pourra d'ailleurs, n'importe qui pourra même vérifier que c'est un vrai. J'ai pas besoin de vos experts à la con qui va me coûter super cher. Moi, ton cadre dans ton salon, tu peux l'abîmer. Et au final, quand on commence à réfléchir comme ça, bah ouais, en fait, il y a beaucoup d'avantages aussi à l'asset digital. Et nous, ce qu'on voit, on est obnubilé par quoi? Le fait que ça soit pas palpable. Et nous, on porte beaucoup d'importance au fait que ce soit pas palpable, nous, notre génération. Chose qui n'est pas du tout reçue de la même façon dans la nouvelle génération. Eux s'en C'est foutent un pas peu mal, normal, de plus hein. en plus. C'est un peu normal. On supprime pas quasiment 2000 ou 5000 ans d'œuvres d'art d'un claquement de doigts pour remplacer effectivement par une technologie qui aujourd'hui en est encore qu'à ses débuts, qui est liée aussi, on va dire, à un moteur principal qui est quand même l'électricité. Donc demain, si tout se coupe, qu'est-ce qui se passe concrètement? Donc il y a effectivement ce genre de choses. C'est-à-dire que moi, demain, si toute l'électricité se coupe, alors, je vais vraiment passer pour un vieux dinosaure, hein, mais c'est pas grave. Si effectivement demain, il n'y a plus d'électricité nulle part, ma Joconde, ma Vénus de Milo, elle est toujours là. Donc, c'est quoi la différence pour vous là-dessus? En fait, c'est juste qu'on a un transfert de valeur du monde physique vers le monde digital qui est en train de se faire. Et qui se passe en même temps que l'arrivée de la nouvelle génération. Donc il y aura finalement deux mondes qui vont vivre en même temps, le monde physique et le monde métaverse, on va dire, dont le transfert de valeur va se faire progressivement. Je ne sais pas comment ça va finir. Peut-être que une table dans la vie réelle aura infiniment moins de valeur qu'une table dans la vie virtuelle, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. Mais peut-être pas. Peut-être qu'il va se passer. Mais en tout cas, c'est aujourd'hui ce qu'on observe. Et c'est vrai, notre volonté d'associer un objet physique dans la blockchain, je pense que ça n'appartient qu'à nous et ça parle très peu à la nouvelle génération. Mais faisons-le pour vivre correctement la transition. Ça dépend vraiment de l'usage qu'on prête à la blockchain, parce que si on prend la blockchain dans un cadre de traçabilité, de pérennisation, l'idée c'est pas de digitaliser, de créer un jumeau digital qui a de la valeur. On est dans un cadre de traçabilité et un outil juste formidable pour véhiculer une somme d'informations et de métadata. Du coup, dans ce cadre-là, pourquoi s'en priver? Si je prends une pièce de monnaie ou n'importe quoi, je parle beaucoup de monnaie parce que c'est ma passion à la base, c'est quelque chose qu'on peut perdre, on peut se faire voler, son appartement peut cramer. On a un objet qui est exceptionnel, unique, qui a 2000 ans, peut-être que ça vaut le coup, ne serait-ce que pour un but de
de traçabilité, mais aussi de pérennisation, et rendre l'objet un petit peu immortel, on vient en générer, je sais pas, on fait de la photogrammétrie, on génère une modélisation 3D, on se crée un petit GIF de 15 secondes, on en fait un NFT. Là, on a un objet, un jumeau digital qui représente son objet. Donc le but, c'est pas d'opposer ces deux mondes. Ces deux mondes peuvent coexister, mais c'est plus se servir de cet outil fantastique pour donner une vie digitale. L'idée de donner une vie digitale à un objet physique, je pense pas que ce soit un problème générationnel, mais c'est un outil juste, voilà, si on veut de la traçabilité forte, de la pérennisation de l'information. Une facture papier, ça se perd. Moi, j'ai encore des factures à l'ancienne où on m'écrivait Sester de Marc Aurèle, j'ai pas de photos, j'ai pas d'infos, j'ai mon certificat, ma facture, je suis incapable de la lier en vrai à mon objet. Demain, j'ai un NFT où j'ai une belle photo, j'ai toutes les informations, j'ai la date d'achat. Je serais beaucoup plus confort en cas de litige à sortir ce type de document comme preuve. Donc pour moi, c'est pas des mondes qu'on doit opposer, on doit juste créer des ponts intelligents entre les deux. Je suis d'accord avec Loïc parce que justement, c'est ce que j'ai dit la première fois que je suis intervenu. J'ai commencé par ça, justement. J'ai commencé par dire que les NFT, c'était parfaitement designé pour des objets digitaux. Mais c'est vrai que vouloir appliquer les NFT à tout et n'importe quoi, c'est pas non plus une solution. Ça n'a aucun intérêt. Je pense qu'on va trouver une technologie qui sera très adaptée aussi, qui est bien plus adaptée by design finalement à cette question de traçabilité des objets physiques. Aujourd'hui, ça me paraît très difficile pour avoir évoqué en effet les QR codes gravés dans l'œuvre, les NFC. Enfin, il y a plein de sujets. C'est passionnant. Il faudrait même que le hardware soit décentralisé finalement. Il faudrait que le hardware qui dit à la blockchain cet objet a été transféré de telle personne à telle personne soit décentralisé. Donc, il faudrait que n'importe qui puisse avoir la visibilité sur le fonctionnement hardware de ce mécanisme. Tu vois, ça pose vachement de questions, mais tout ça parce qu'en fait, on s'enferme dans une technologie NFT, et ce qui est dommage parce que je pense qu'on peut inventer quelque chose de beaucoup plus adapté aux objets physiques. Et voilà, je mettais juste en lumière que c'était pas designé pour ça, mais qu'on pouvait toujours essayer de s'en servir, en effet, dans le monde réel. Je vais citer mon ami Daniel de chez Alira qui disait si c'est du papier, tu peux en faire un NFT. Et c'est simple et basique, mais que ce soit une place de concert, une place par exemple pour la Coupe du Monde. Voilà, imaginons la finale de la Coupe du Monde. On sait très bien que les billets, malgré toutes les certifications qu'on peut y mettre, ils sont revendus des fois au marché noir, 2, 3 fois, 10 fois plus cher. On peut très bien coder via un contrat intelligent la revente et faire en sorte que par exemple la FIFA reçoive, je sais pas moi, 20% sur la revente, le second marché sur la seconde revente. En plus de ça, ce fameux billet, 10 ans, 20 ans après, voilà, le billet papier, il peut effectivement se détériorer. Là, au contraire, on pourra du coup avoir un billet numérique qu'on pourra garder et qui pourra même prendre une valeur plus importante que sa valeur initiale pour assister au match. Et derrière, effectivement, tout ce qui est sur papier, pour moi, on peut faire un NFT. On peut imaginer des factures, on pourrait imaginer aussi, pourquoi pas, bientôt envoyer des mails en NFT, ça pourra arriver aussi. J'ai envie de dire, ça pourra éventuellement tracer les mails, plutôt que de faire un accusé de réception, on pourra envoyer une sorte de mail en NFT et qui pourra tracer qu'on a vraiment bien envoyé l'information. En somme, ouais, j'aime bien cette phrase de mon ami Daniel qui dit « Si c'est du papier, tu peux en faire un NFT ». Et vraiment, après, derrière, on peut imaginer tout un tas de cas d'usage. Bon, effectivement, ça prend sens par rapport au milieu de l'art. Mais pour moi, il y a un pont entre le monde on va dire, le monde tangible, le monde des galeries d'art, le monde des NFT et les galeries d'art en ligne. En tout cas, nous, chez Fumigène, c'est vraiment, effectivement, j'ai un discours qui était quand même assez en faveur de la décentralisation et de la désintermédiation. Mais le but, c'est pas du tout de couper le monde réel. Au contraire, nous, on a aussi la volonté d'exposer dans des galeries d'art bien réelles, d'exposer aussi dans des métaverses et de faire des ponts entre tous ces différents mondes pour favoriser l'adoption et puis pour faire en sorte que tout ce petit monde puisse œuvrer ensemble. Alors, je suis quand même effectivement très, très orienté décentralisation, mais pour moi, le monde réel a aussi toute sa place et je pense qu'il y a des ponts qui sont vraiment très intéressants à faire entre ces différents mondes. Ouais, c'est ce qu'on essaie de mettre en place avec Fumigène. Donc, nous, on cherche des galeries d'art avec qui travailler donc pour faire des expositions de NFT sur des écrans. Et là, j'ai vu dans le chat qu'on parlait de QR code. Et c'est tout à fait ça. Nous, c'est ce qu'on veut mettre en place, un QR code qui renvoie directement au lien de la marketplace et du coup, qu'on puisse connecter son wallet et acheter son NFT pendant l'expo, pendant sa visite.
Et en fait, l'avantage des NFT pour les artistes, c'est voilà, de ne plus dépendre d'une galerie d'art et de pouvoir être libre, de pouvoir minter ses NFT et d'être sa propre galerie. Ce que j'allais dire, c'est que je vais peut-être préciser aussi une chose. Enfin, moi, je pense que c'est important de le préciser, c'est que quand on parle d'authenticité, de traçabilité d'une œuvre d'art, qu'elle soit digitale ou physique, peu importe. Et quand on parle d'authenticité, en fait, en gros, il faut comprendre que l'authenticité marche sur deux jambes. Vous avez d'un côté, ai-je entre les mains l'œuvre. Pour l'instant, on va se concentrer sur l'œuvre physique. Ai-je entre les mains l'œuvre physique dans ses qualités physiques intrinsèques, l'œuvre originale, physiquement parlant. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, vous avez toute la partie qu'on appelle provenance et pédigré. C'est-à-dire, en fait, quel est son parcours, qui l'a acheté, combien, où, dans quel contexte, etc., etc. Et en fait, quand on parle d'authenticité d'une œuvre d'art, ce sont ces deux jambes-là qu'il faut faire. L'enjeu, effectivement, on l'a répété plusieurs fois, c'est le jour où on sera capable de lier de manière fiable le physique avec l'intégrité de ces données qui seront poussées dans une blockchain concernant la provenance. Là, on aura un système quasi parfait. Pour l'instant, c'est pas encore le cas parce que les dispositifs physiques, nous, je sais qu'en fait, il y a pas mal de chez nous en fait qui viennent de la cyberdéfense. On a un petit sujet sur les puces NFC, enfin sur les puces, sur la technologie NFC, etc., etc. Bref, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais toujours est-il que, à tout le moins, aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que cette technologie, elle peut permettre, avec un haut niveau de confiance, de sécuriser toute la partie provenance et pédigré. Or, il faut savoir que la provenance d'une œuvre d'art, c'est un élément en fait indispensable à l'authenticité, mais déterminant de sa valeur, et c'est également le socle de la légalité des droits des différents acteurs. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand j'achète une œuvre d'art, je ne veux pas qu'on vienne remettre en cause ma propriété parce qu'on s'est rendu compte que 5 ans plus tôt, il y a eu un vice dans la chaîne de titres ou dans les transactions. Et ça, c'est là où la blockchain joue un rôle puissant aujourd'hui. Maintenant, quant à faire le lien sur les caractéristiques physiques intrinsèques, donc mettre en place un dispositif qui lie l'œuvre physique et où l'œuvre est avec les données de provenance, ça, c'est autre chose. Mais quelque part, et là, je vais laisser parce que d'autres pourraient le dire aussi bien que moi, puis j'ai assez parlé, c'est qu'il y a aussi la même problématique qui se passe avec les NFT. Il faut arrêter de se voiler la face. Parce qu'on ne parle jamais en fait du stockage de l'œuvre digitale elle-même. Ça pose aussi quelques problématiques. D'accord ? Et donc, en fait, aujourd'hui, franchement, la majorité des œuvres qui sont vendues sont stockées sur des serveurs centralisés du type Amazon Web Services ou autre. Alors, il faut arrêter. Enfin, on va dire les choses. Maintenant, il y a des recommandations à faire. Mais c'est tout. Il y a des solutions, mais encore faut-il qu'on les mette en place. Elles existent, et surtout qu'on en parle et qu'on sensibilise les gens sur le sujet. Ok, très intéressant. Dernière petite question. Donc là, grosso modo, j'entends effectivement parler donc d'objets physiques, j'entends parler de NFT, d'objets physiques que l'on va NFTiser, etc. On entend aussi de plus en plus parler de grandes marques maintenant qui arrivent sur les métaverses. Et aujourd'hui, plusieurs grandes marques en fait nous proposent des Fashion Week, nous proposent de pouvoir acheter le dernier sac Vuitton en mode wearable. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Est-ce que ça a véritablement la même valeur ? C'est-à-dire, si aujourd'hui j'achète un sac Vuitton dans le monde physique, est-ce qu'il a la même valeur que mon petit sac Vuitton que je vais promener avec mon avatar ? Alors, je veux bien prendre la parole là-dessus, et du coup, je vais prendre le parallèle Fortnite, peut-être le plus simple et peut-être le plus facile aussi. Il faut imaginer que la valeur d'un habit, elle n'est pas uniquement pour le fait de s'habiller, entre guillemets, se protéger du vent, du froid, etc. Elle est aussi pour refléter une identité sociale, son appartenance, etc. C'est le cas d'une Rolex, c'est le cas d'une belle robe Vuitton ou d'une belle veste Vuitton, etc. Donc si moi, je suis un jeune qui passe et qui a une majorité de mes interactions sociales dans un monde virtuel, type métaverse, par exemple Fortnite, si la majorité de mes interactions sociales se font dans Fortnite, par exemple, ça va être important pour moi de refléter mon identité, mon appartenance sociale, ma personnalité, à travers l'habillement que je vais avoir dans ce Fortnite. Et donc, ça passe par un skin, tout simplement, qui va me transformer, je ne sais pas, en costume de banane dans Fortnite, ou peu importe. Donc, c'est une question que j'ai longuement... j'ai toujours essayé de faire l'avocat du diable. Est-ce que les gens qui achètent des skins dans Fortnite sont stupides ou pas ? Je me suis toujours posé cette question.
si vraiment au début, la réponse un peu intuitive, c'est de se dire oui, c'est stupide, c'est un truc virtuel, ça n'a aucune valeur. Mais quand on y réfléchit bien et qu'on comprend à quel point les gens passent du temps dans des mondes virtuels, on peut comprendre que justement, ces habits virtuels représentent finalement la même fonction que des habits physiques, qui est une fonction d'affirmer sa personnalité, tout simplement. D'accord. Ouais, Donc, j'aimerais rebondir là-dessus. C'est vrai qu'en fait, plein de grandes marques s'y mettent. La semaine dernière, il y avait la Fashion Week qui était organisée sur Decentraland. L'un des problèmes qu'on a encore en termes métaverse NFT, c'est il peut y avoir des problèmes d'interopérabilité. C'est-à-dire aussi bien une œuvre sous forme d'NFT, on va pouvoir l'afficher aussi bien sur Decentraland que sur The Sandbox, que sur CryptoVoxel, trois des plus gros métaverses. Par contre, un wearable, donc c'est le NFT qui va permettre d'habiller son avatar, donc une casquette, un t-shirt, un sac. Pour l'instant, il n'y a pas cette interopérabilité. C'est-à-dire que si on va acheter un sac designé par un artiste en série limitée sur Decentraland, mis à part que l'artiste refasse le même sur un autre métaverse et l'offre, il n'y a pas encore ce côté. Donc, on est sur des problématiques où les environnements ne sont pas tout à fait assez matures pour qu'on ait cette voilà, un vêtement digital aura une vraie valeur quand on pourra le passer d'un métaverse à un autre. En attendant, cette valeur, elle est relative à l'environnement dans lequel on l'achète. Et c'est ce qui se passe dans Fortnite. Et c'est là où on n'est encore pas tout à fait au point sur les métaverses qu'on a actuellement. Est-ce qu'on le sera un jour? Je ne sais pas, mais ce serait bien qu'un jour, il y ait une sorte de standard pour ce type d'objets, pouvoir les passer d'un monde à un autre. C'est le même souci dans les crypto-monnaies, hein, avec différentes crypto-monnaies et différents projets qui font de la cross-chain, qui proposent de l'interopérabilité, ce qui pose des problèmes aussi en termes de sécurité, en termes de failles. Dès un moment donné, on va mêler deux blockchains, ça crée toujours des failles ou des problématiques potentielles. Et effectivement, le milieu métaverse est encore trop immature et je pense qu'il y aura aussi des cross-métaverses à un moment donné, c'est-à-dire des systèmes qui vont permettre l'interopérabilité des wearables, des différentes choses sur les différents métaverses. Mais on est encore très, très, très tôt sur les métaverses, donc je pense que ça viendra, mais ça prendra un certain temps avant de venir. Ouais, surtout qu'on a des visuels qui sont aussi extrêmement différents d'un métaverse à l'autre. Je veux dire, entre des sandbox, des Decentraland, le côté visuel est totalement différent. Comment est-ce qu'on fait pour transférer un wearable de Decentraland vers un autre métaverse? Moi, si vous avez des études là-dessus, je suis hyper preneur parce que c'est un sujet que je trouve fou. Enfin, c'est justement cette question de est-ce qu'il y aura un standard finalement, un standard du métaverse où du coup tout va un peu se ressembler. Ça, c'est la première option. Ou l'autre option, c'est un genre de façon d'interpréter un sac ou une casquette, peu importe, dans un monde qui va être très pixelisé, versus un monde qui va être très photoréaliste. Est-ce qu'il y aura une façon un jour d'interpréter ça, peut-être avec de l'IA ou quoi? Ça C'est se une trouve, question que je me pose demain, vachement. quand on fera un NFT, il y aura le NFT avec l'URL compatible des Decentraland, des Sandbox, Mhm. des trucs, comme quand on fait une appli qui sera cross OS. Donc, ouais, je sais pas. Ouais. Ouais, ou Mais ou le fichier de travail, c'est-à-dire le fichier de travail qui a permis la modélisation de l'objet, parce que souvent on travaille tous les objets 3D, par exemple sous un Blender, et on va venir dégrader l'objet pour pouvoir l'intégrer dans tel ou tel métaverse. Donc ça peut être aussi effectivement une solution à terme pour avoir une interopérabilité entre les différents métaverses. Alors, la façon dont on code un NFT doit être clairement standardisée aujourd'hui. C'est vraiment le Far West. C'est aussi pour ça qu'on existe, nous, chez OpenGem. Ce fameux Yuka des NFT, en fait, on essaie de vous donner un peu un indice de confiance que vous pouvez avoir sur les projets en regardant à quel point vous possédez réellement vos images, votre visuel 3D, votre vidéo, etc. Parce qu'aujourd'hui, il se fait tout et n'importe quoi, comme l'a dit l'un d'entre vous, je crois, qu'il y en a, ça pointe vers un serveur privé, d'autres, ça pointe vers un lien IPFS, d'autres, c'est on-chain, on a le visuel qui est on-chain, grâce à du SVG et plein d'autres techniques, et c'est exactement ces points-là qu'on regarde pour noter, pour grader les NFT. Il y a un standard aujourd'hui qui existe, mais il est hyper sommaire, et on peut en faire un peu ce qu'on veut.
de ce standard, hein, qui est le ERC 721. Nous, on propose un nouveau standard qu'on est en train de peaufiner pour justement essayer de prévoir tous ces cas de figure. C'est-à-dire qu'on pourrait prévoir une partie qui est tout le temps persistante dans le NFT et qu'on ne pourra jamais changer. Là, on peut penser à des attributs, du texte, on peut même penser à une version hyper légère de l'objet avec un design qui est fixe. Mais on peut aussi donner la possibilité à mettre quelque part dans le NFT, parce qu'il faut savoir que dans un NFT, il y a plusieurs compartiments, on peut mettre un peu ce qu'on veut. On pourrait inventer un standard où on dit à tous les projets, écoutez, à cet endroit-là de ce NFT, de vos NFT, il faut qu'il y ait des versions pour tous les métaverses, que vous pourrez même ajouter des références dans le temps. Vous ne pourrez pas modifier ce que vous faites, mais vous pouvez en ajouter quand vous voulez, à chaque fois qu'il y a un métaverse qui ouvre pour l'adapter à l'univers design. C'est une solution, il pourrait y en avoir plein d'autres, mais en tout cas, ça nécessite clairement d'être standardisé, ça. Et c'est un peu notre combat aussi chez OpenNet, c'est de standardiser tout ça, parce que je peux vous assurer qu'il se passe vraiment tout et n'importe quoi, même sur des projets extrêmement connus, où finalement, ils auraient fait du Web 2, ça aurait été exactement la même chose. Il y a un petit tips. Il y a un petit tips. Pour ceux que ça intéresse, suivez quand même les travaux de recherche qui sont publiés en fait sur le site de la Web 3.0 Foundation de Gavin Wood. Il est assez en pointe sur les sujets d'interopérabilité. C'est celui qui a c'est l'ancien CTO d'Ethereum. Au passage, celui qui a créé Manga Solidity, le concept des smart contracts. C'est lui qui était à la tête de Polkadot et il a également lancé la fondation Web 3.0. Et il travaille justement en fait sur toutes ces questions d'interopérabilité de réseaux décentralisés. Il est assez en pointe sur le sujet. Ok. Pour ceux que ça intéresse. Loïc nous met le lien là directement sur le chat pour ceux qui veulent aller faire un petit tour. J'espère que c'est le bon lien. J'espère aussi. Ok, très bien. Ouais, attention au lien. Attention. Dans la blockchain, c'est un sujet. Ok, très bien. On approche effectivement de la fin. Peut-être un petit mot chacun pour conclure par rapport à tout ce dont on a discuté avant de passer peut-être aux questions-réponses. Laetitia, à mon avis, a dû voir passer beaucoup de choses sur les chats, donc je vais lui donner après la parole pour éventuellement poser quelques questions à nos invités. Qui veut conclure un petit peu là-dessus? Parce qu'on a entendu beaucoup de choses et j'aimerais bien avoir quelques points de conclusion. Moi, je peux donner ma propre conclusion souvent que je donne après chacune de mes interventions. Aujourd'hui, on vit un vrai changement de paradigme. Parfois, il est compliqué de confronter ça à des valeurs qu'on nous inculquait depuis que le web existe. On passe d'un monde qu'on peut dupliquer à l'infini à un monde où en effet c'est complètement l'inverse. Donc, moi, je pars du principe que rien n'est fait, rien n'est fixé. On peut critiquer à peu près tout et n'importe quel projet. Et je pense que c'est même nécessaire. C'est souvent bon signe de voir qu'il y a plein de hacks, plein de scams dans un monde comme ça qui est en train d'être révolutionné. C'est ce qui s'est passé avec Internet au début, avec plein de vols de cartes bleues, etc. Mais je pense que c'est sain, en fait, parce que c'est souvent le signe qu'on est en train de toucher du doigt une vraie révolution technologique. Donc, faut pas en avoir peur. Il faut plutôt observer tout ça et de voir comment on peut s'intégrer là-dedans. Et pourquoi j'envoie ce message-là, c'est simplement pour éviter que les gens aient trop peur de se lancer en mode ah mais non, je sais pas ce que je fais, etc. Mais lancez-vous en fait, faites ce que vous avez en tête, faites une marketplace NFT si vous voulez faire ça. Essayez de faire votre premier NFT sur OpenSea. Mettez un pied dedans. Je pense que c'est le meilleur moyen pour comprendre ce monde-là, parce que tant que vous restez juste à lire des articles, à regarder des conférences comme celle-là, vous n'allez pas vraiment vivre ce que c'est en fait. Donc allez dans la DeFi, allez sur OpenSea, regardez ce qui se passe. Regardez aussi techniquement comment ça fonctionne. Je vous conseille par exemple les articles de Binance qui sont très bien faits, Binance Academy, et surtout voilà, commencez, mettez un pied dedans. Je parle aussi à tous les plus jeunes qui sont là et qui souvent veulent entreprendre là-dedans mais qui ont trop peur. Et ça, j'en entends toujours parler. Donc voilà, lancez-vous et n'ayez pas peur de tout ce qu'on peut entendre comme critique sur ce monde-là. Ouais. Surtout, on est bien placé ici pour dire qu'on est pour la plupart tous autodidactes. Aujourd'hui, il y a la première école blockchain à Lyra et Cocorico. D'ailleurs, je permets de citer nos amis chez Alira qui font du super travail pour pouvoir former la future élite française de demain. Néanmoins, aujourd'hui, pour la plupart, on est tous autodidactes, on a tous appris sur le tas par nous-mêmes. Aujourd'hui, il se trouve qu'on a de plus en plus de ressources et c'est très bien. Google, YouTube, j'en passe des meilleurs, LinkedIn aussi. Moi, j'étais parmi l'un des rares à publier sur LinkedIn et à vulgariser il y a 3 ans. Je criais un peu dans un bocal et personne ne m'écoutait. Et là, finalement, je commence à voir tout le monde publier sur LinkedIn pour vulgariser. Je trouve ça génial. Et il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, on peut devenir, entre guillemets, expert
Alors, j'aime pas le terme expert, parce que comme j'aime à dire, un expert crypto-monnaie ou blockchain, il va faire la sieste, il n'y est déjà plus, tellement ça va vite. Néanmoins, rien n'est impossible. J'ai envie de vous dire, voilà, ceux qui nous écoutent et qui ont peut-être des idées en tête ou qui se posent des questions, qui se disent, tiens, est-ce que je pourrais me lancer? Je peux que rebondir sur Franck en leur disant, mais allez-y, foncez. Il y a tout un monde à créer. C'est vraiment comme si on parlait de Facebook, pas de Facebook, pardon, d'Internet dans les années 90-95, comme disait tout à l'heure Laurent. Il y a tout à faire. Demain, quand on va demander de plus en plus d'experts blockchain pour la supply chain, pour la logistique, pour beaucoup de choses. Il y a tellement de choses à faire et aujourd'hui, il y a tout à apprendre. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir de plus en plus de ressources sur le net qui traînent. J'ai envie de dire presque n'importe qui peut se former tout seul et apprendre. Et d'ailleurs, c'est même un des standards et un des principes de la blockchain, c'est do your own research. Fais tes propres recherches. Vraiment, ça, s'il y a vraiment un état d'esprit aussi qui est populaire dans la blockchain, c'est fais tes recherches toi-même. Ne crois pas ce que les gens disent, fais toi-même tes recherches et apprends par toi-même. Et ça c'est vraiment dans notre esprit. Il y a très peu de marabouts, de personnes qui ont la science infuse dans le domaine. Je pense qu'il y a tellement de choses à voir que personne ne parle à la science infuse et que tout le monde peut apprendre par soi-même. Vraiment, s'il y a des vocations qui peuvent se créer là aujourd'hui, parmi ceux qui nous écoutent, allez-y, foncez. Et voilà, si on a pu réveiller quelques vocations, ne serait-ce qu'aujourd'hui, j'en serais premier ravi. Ouais, et puis pour compléter. Vas-y, Amel. Non, mais c'est juste pour Ouais, rebondir. j'allais dire juste pour rebondir, en fait, c'est pas un univers qui est uniquement réservé à la tech et en fait, tous les métiers se redessinent. Donc, demain, il y aura des gens qui vont faire de la modélisation 3D, mais niveau marketing, niveau commerce, niveau retail, niveau tout. En fait, quel que soit son métier qu'on a dans le digital, si on parle du métaverse, par exemple, l'ensemble des métiers vont se redessiner. Donc, ouais, j'encourage également tout le monde à regarder ce qui s'y passe. Parce que voilà, ça va être très 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 varié et tout ce qu'on a connu dans le monde physique, je pense qu'on va le retrouver d'une manière ou d'une autre, certes un petit peu transformé dans le monde digital et ça ne sera pas réservé à des techs et au contraire maintenant, il faut que ce soit des gens, on va dire, de secteurs traditionnels qui viennent avec leurs idées, leurs méthodes pour que ça devienne quelque chose accessible au grand public et non pas réservé à une bande de geeks. Voilà. Moi, je vous rejoins tous les deux, enfin tous les trois d'ailleurs, parce que moi je connaissais rien du tout aux NFT il y a un an et ça m'a absolument pas empêché de créer Fumigène et notre galerie virtuelle NFT. Et je pense que notre génération a rêvé en fait de ce monde décentralisé qui est communautaire. Et donc si on s'y met tous ensemble, on va y arriver. Ok. Eh bien, très très bien. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, Laetitia, qui sont apparues ou pas. Je vais peut-être rajouter aussi une Ouais, chose. vas-y, Une Jürgen, rapide vas-y. pour la Dis-moi, je t'en conclusion. Non, t'inquiète pas. Effectivement, test and learn, c'est le mot d'ordre. D'accord? Vous pouvez lire tout ce que vous voulez. Il faut tester. Franck, il a raison. Il faut mettre les mains dedans à un moment. Dans la DeFi, pour commencer, je suis pas sûr. Mais bon, ça après, voilà, il y a quand même pas mal de bots avec les phénomènes de cascade en liquidation qui sont quand même provoqués. La DeFi, attention. Mais sinon, minter votre premier NFT, ouais, il n'y a pas mieux d'apprendre pour apprendre que de faire. Et sur le fait qu'il y ait plein de ressources, ouais, il y a plein de ressources, il y a l'embarras du choix. Par contre, si vous devez commencer, moi, mon conseil, c'est commencer d'abord par la source. C'est-à-dire, en fait, si vous voulez comprendre ce que sont que les NFT, smart contract sur Ethereum, vous allez sur ethereum.org/. Et après, vous commencez à lire d'autres choses. Mais allez toujours à la source. Pareil pour Bitcoin, pareil pour les autres blockchains. Ils ont tous des white papers, ils ont tous des docs, etc. Allez à la racine de l'info, toujours. Et ensuite, après, par contre, vous allez pouvoir migrer. D'accord? Et pour finir, il ne faut pas oublier qu'en fait, la technologie, elle est neutre, by design. C'est ce qu'on appelle le principe de neutralité de la technologie. Et qu'en fait, la blockchain, NFT ou pas NFT, c'est en vérité une réponse technologique à un problème anthropologique qui est en fait la confiance. Le problème, c'est l'humain. Et il ne faut pas forcément opposer les deux. Nous, on a plutôt une approche où on considère que c'est justement le tandem homme-machine. Donc, maintenant, conserver certains man in the middle ou intermédiaires, mais modifier la façon dont ils opèrent, en modifiant la valeur qu'ils apportent, soutenue
par la technologie blockchain. Donc, c'est le tandem homme-machine. Et ça, effectivement, nous, on y croit. Voilà. Ok, très bien, merci Jürgen. D'autres points avant de terminer? Quelqu'un veut prendre la parole? Peut-être juste pour dire que je suis moi qui fait partie d'univers un petit peu qui est d'un des univers qui est percuté par les NFT. J'ai beaucoup de mal aujourd'hui à voir se cristalliser des usages. Il y a plein d'idées. Il y a l'idée de Loïc. Il y en a quelques autres. Et aujourd'hui, en fait, il est un peu tôt pour voir se cristalliser les choses, surtout en rapport avec des objets anciens. J'ai l'impression que les NFT, c'est quelque chose de neuf, avec des artistes vivants, des communautés récentes. Les quelques expériences avec des objets plus anciens, comme les collections sur le British Museum, par exemple, lorsqu'ils ont édité plusieurs tirages de taille, ça reste des expériences extrêmement isolées et pas toujours convaincantes, si bien qu'aujourd'hui, je me demande encore à quelle sauce je vais être mangé par Jürgen. J'ai pas dit qu'on allait vous faire disparaître. J'ai fini la conclusion en disant le tandem homme-machine, faut pas oublier. Oui. D'accord. Mais, je veux dire, retournez-vous quand même. Ok. Il va bien dormir ce soir. Voilà. Bon, très très bien. Je suis en train de regarder en même temps si au niveau de chat on a des questions qui apparaissent, mais grosso modo on y a répondu un petit peu pendant cette conférence. 1h29, on est pile poil dans le temps qu'on s'était réservé. En tous les cas, je vous remercie grandement du temps que vous avez consacré à notre premier webinaire. Merci à vous, ça nous a permis de mieux comprendre ce qu'était cette nouvelle révolution qui est en train d'arriver sur les NFT, sur les métaverses, etc. Et puis, j'espère qu'on aura tous l'occasion de se revoir sur les différents réseaux sociaux, sur les différents métaverses. Peut-être qu'on ira danser sur le dance floor d'un métaverse et on ira passer une petite soirée ensemble. Ce qui est juste problématique pour l'instant, c'est qu'on n'arrive toujours pas à boire un coup ensemble sur un métaverse. Ça, j'espère qu'on pourra bientôt résoudre le problème technique. Sinon, voilà. Écoutez, grand merci à vous. Il y a une question intéressante, je viens de voir de Kenza. D'ailleurs, c'est un vrai sujet, la partie fiscalité en tant que créateur de NFT. J'avais posé effectivement cette question du gouvernement tout à l'heure, mais on a un peu botté en touche. On est passé effectivement très très rapidement à autre chose. Mais oui, ça effectivement, ça reste un des points d'interrogation, puisque je suppose que chaque État, chaque gouvernement va créer ses propres lois sur ce thème-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous voyez les choses? Est-ce qu'on peut faire intervenir Maître Sokolov qui est dans... Il est dedans? Oui, qui pourrait nous répondre. Alors, attends que je le retrouve. Maître Sokolov, il est où? Pascal Macha Sokolov, c'est ça? Oui. Hop, invité à participer. Voilà, invitation en attente. Là, on aura effectivement peut-être se prépare. C'est marqué se prépare. Ça arrive. Alors... C'est déjà un gros sujet dans la crypto-monnaie, la fiscalité. Donc, qui peut bloquer des artistes aussi qui ont peur d'aller sur les marketplaces. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. En plus, vous avez d'un pays à l'autre des lois qui vont être différentes, même au sein de l'Europe. Entre la France et la Belgique, là, la Belgique vient de sortir effectivement tout un tas d'articles de loi concernant les transactions. Grosso modo, on n'est pas du tout sur la même chose que la France. Bonjour maître, bienvenue parmi nous. Bon, j'en connais certains, donc voilà. Et moi, je fais partie aussi des vieux de la vieille. Je vais bientôt faire 50 ans. Alors, je vous dis pas, de temps en temps, je me sens un peu dépassée, mais je rattrape le train en courant, en galopant, en je ne sais quoi, mais j'arrive à m'attraper. Alors, en matière de fiscalité, même si c'est pas mon domaine de prédilection, mais néanmoins, je vis avec tous les jours puisque j'accompagne toutes les startups dans ces domaines-là. Clairement, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que la fiscalité ayant horreur du vide, on va pas tarder à voir arriver les règles.
Et en fait, aujourd'hui, si on essaye de réfléchir sur la question, ça nous ramène à cette remarque que j'ai essayé de faire au début. J'ai fait un commentaire en me disant, attention, il faut absolument distinguer l'œuvre de la NFT. C'est-à-dire, l'œuvre, c'est une unité qui est enfermée et encapsulée dans une NFT qui la rend unique. Et en fait, aujourd'hui, le fiscaliste, il se dit, bah voilà, soit j'essaye de fiscaliser l'œuvre d'art, c'est-à-dire le sous-jacent, d'accord, ou alors je vais fiscaliser l'actif numérique, d'accord, donc la technologie, ce qui est complètement différent. Et là, en fait, on arrive à 3 hypothèses distinctes. Et il faut distinguer un petit peu les personnes physiques des personnes morales. Alors, ce que je vais vous dire est assez complexe. Je vais essayer de faire très simple. S'il vous plaît. Si je prends 3 hypothèses, mon hypothèse 1, ça va être je vais fiscaliser un actif numérique. Mon hypothèse 2, c'est je vais fiscaliser une œuvre d'art. Et mon hypothèse 3, c'est je vais fiscaliser un bien meuble incorporel. C'est-à-dire aujourd'hui, un NFT, on ne l'a pas encore complètement qualifié. D'accord, c'est-à-dire le droit galope derrière la révolution qui est en train de se passer. Et suivant la qualification qu'on va retenir, par définition, on aura un régime qui viendra s'appliquer. On voit mal, en tout cas les spécialistes aujourd'hui, en fiscalité, voient mal qu'il y a un régime fiscal spécifique de la NFT. Non, c'est comment est-ce qu'on va qualifier cette NFT, soit par son sous-jacent, soit par sa technologie, soit de manière très globale, par le fait que c'est un actif meuble incorporel. Et alors, partant de là, tout dépendra si vous êtes un professionnel ou non. Parce qu'en fiscalité, on distingue toujours le statut de professionnel du statut d'utilisateur lambda. Et là, on arrivera sur des logiques, si on est sur l'actif numérique, on sera plutôt, si vous êtes en occasionnel, sur du 30% de la plus-value, d'accord, de cession, puisque la NFT se transmet. Si vous êtes en revanche quelqu'un qui est sur le domaine, qui agissait de manière habituelle, là on sera sur logiquement de la taxation sur des logiques de bénéfices non commerciaux. Donc ça va jusqu'à 45% de taxation, plus les prélèvements sociaux. Je vous fais rêver, voilà, c'est sympathique. Voilà. Si on est, oui, voilà, ça clairement. De toute façon, et c'est pour ça que je vous disais, la fiscalité française a horreur du vide, donc faut pas. Clairement, ça va nous arriver dessus. Ça va pas durer longtemps. On commence à avoir beaucoup de plus-values se réaliser, et incontestablement, il va y avoir une règle qui va sortir. Et d'ailleurs, sur la loi de finances rectificative de 2022, il y a un de nos parlementaires qui a essayé de s'essayer à définir ce qu'était une NFT pour justement permettre la qualification fiscale. Et je pense que comme ils ont beaucoup de retard là-bas, ils n'ont pas adhéré et que du coup, on est encore dans le vide juridique. Donc, soit on considérera que c'est un actif numérique, comme je vous le disais, soit on considérera que c'est une œuvre d'art. Et alors là, attention, l'œuvre d'art, c'est 6,5%. C'est-à-dire la fiscalité serait de 6,5%, non pas de votre plus-value, mais du prix de vente, ce qui est vraiment complètement différent. Là, voilà. Et puis, si on était sur le bien meuble incorporel, on retrouve ces logiques que je vous ai exposées sur l'actif numérique, c'est-à-dire est-ce que j'agis à titre occasionnel ou pas. Donc, est-ce que je suis sur du 30% de la plus-value ou est-ce que je suis dans le régime progressif de jusqu'à 45% plus les prélèvements. Voilà, donc ça fonctionne comme ça. Et si vous êtes une personne morale, on imagine qu'on va rester au taux d'IS à 25%. Voilà. Ok. Ça fait quand même des gros chiffres, tout ça. Vous vivez votre fiscalité à vous en tant qu'entreprise, start-up. Enfin, les start-up, en général, on ne fiscalise pas grand-chose au début parce que vous réinvestissez tout, etc. Donc, la fiscalité devient un second sujet plus tard et je vous le souhaite très vite parce que ça voudra dire que vous avez réussi. Mais non, bien sûr, ça va être un vrai sujet. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va devoir déclarer nos wallets, on va devoir déclarer le contenu de nos wallets? Certainement.
Techniquement parlant, il va bien falloir passer par le wallet à un moment ou à un autre. Je vois Mais mal ça comment sera on peut du faire pur, autrement. ça sera du pur déclaratif. Comment est-ce qu'on va, Ben, comment l'État va et aller quand- chercher l'info? et quand, alors aujourd'hui, sauf à être salarié enfin quoique, on est tellement checké aujourd'hui que même moi mes revenus, alors que je suis profession libérale, je les retrouve quasiment de manière précise dans ma déclaration pré-remplie. Mais il y a beaucoup de choses que je déclare encore aujourd'hui de manière spontanée. Donc Après, ça va ce sujet parce que comment déclarer un wallet MetaMask? Qui va prouver que c'est le mien? Qui va prouver comment Oui. l'État va pouvoir? Ça, c'est un gros sujet. Ouais, scroller la blockchain. C'est ça justement, j'allais venir. C'est qu'aujourd'hui, il y a un site par exemple, qui s'appelle BigQuery qui permet de faire le Sherlock Holmes de la blockchain, qui permet d'aller voir les transactions. Et je suis persuadé que d'ici quelques temps, on va avoir des possibilités logicielles et techniques pour aller étudier toutes les transactions, les regrouper, les retracer, etc. Et quand même, malgré tout, réussir à retrouver d'une manière ou d'une autre les possesseurs de wallet MetaMask. Je pense que ça viendra tôt ou tard. Et c'est un grand coup dans la décentralisation et j'ai ma larme à l'œil, mais je suis quasi sûr que la technologie, à un moment donné, pourra permettre de recouper les transactions et de pouvoir faire des liens. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'à un moment donné, quand vous achetez des crypto-monnaies la première fois, sauf quand vous passez de main à main ou de particulier à particulier, on passe tous par un exchange, la plupart du temps par Binance, etc. On remplit tous un KYC, on remplit tous notre identité. Dès le moment donné où vous avez rempli votre identité qui est reliée à Binance, que Binance, Coinbase ou autre, ont fourni les informations à l'État français, aux services fiscaux, ben, il suffit juste de retransmettre les transactions entre le wallet MetaMask quand on a mis les premières cryptos sur le portefeuille décentralisé. Et finalement, de fait, on peut réussir même à retrouver assez facilement des portefeuilles décentralisés. Donc, du coup, la seule solution, ça sera de refrapper des bitcoins comme des monnaies et retour à la case départ. Après, la solution, c'est de faire du peer-to-peer, du particulier à particulier, et du coup, de plus passer par les exchanges centralisés et de faire que du full décentralisé. Si vraiment on veut échapper à ça et garder l'esprit décentralisé, ça restera encore possible, il y a toujours des moyens, mais ces moyens de rester, entre guillemets, caché ou discret ou d'avoir vraiment la vraie possession de son portefeuille et de faire ce qu'on veut, ils seront de plus en plus, à mon avis, difficiles et techniques pour pouvoir atteindre ça. Je vois une remarque, Norbert qui dit au niveau européen autour du MiCA, le MiCA ne s'applique pas au NFT. Ouais, en effet. Par contre, Maître Sokolov, est-ce que je peux vous demander quelque chose? Parce que je vois une remarque. Les demandes particulières pour des baisses fiscales, c'est à part, hein, c'est en mode privé. C'est pas que les colonnes qui racontent. On m'a posé des questions et là, je ne suis pas couverte par le secret professionnel. Non. Mais par contre, il y a une remarque de Norbert. Je voudrais savoir si vous pouviez nous dire si c'est en gros vrai ou pas vrai, juste. Quoi donc? Il y a un projet de loi avec à la clé une interdiction de stockage à froid. Ça sort alors ça, je suis incapable de répondre. Parce que ça, pour le coup, ça ferait vraiment. Ça, j'ai vu ça. C'est vrai, ça? J'ai vu un truc passer aux États-Unis, effectivement. Ils voulaient interdire tout ce qui est MetaMask, etc., tout ce qui est wallet. Alors, je l'ai vu passer comme ça c'est délirant, là. Ça serait coupé à la source. C'est la fin de la DeFi, des NFT, c'est tout, quoi. Ouais, en effet, c'est pour ça que j'ai réagi à ce commentaire-là. Ça me paraît complètement. C'est délirant. Ça serait délirant. On vous coupe le robinet à la source, quoi. Surtout que techniquement, c'est infaisable, en fait, techniquement, de l'interdire. C'est juste infaisable. C'est une blockchain. L'État ne peut pas arrêter une blockchain. Non, mais je pense qu'en fait, là, je pense que là, il ne parle pas des blockchains. Là, je pense qu'en fait, il parle des wallets, c'est ça, non? C'est pareil. C'est pareil. Tu peux passer des transactions. Quand tu passes une transaction, c'est toujours au nom d'un wallet. Tu as juste besoin de la blockchain pour faire passer cette transaction-là. C'est-à-dire que c'est exactement comme dire on supprime la blockchain ou en tout cas on interdit la blockchain. Alors, il faudrait qu'il y ait des contrôleurs chez vous pour voir si vous utilisez la blockchain. Après, on peut aller loin. Ils peuvent aussi réquisitionner tous les fournisseurs d'accès Internet pour savoir si tu utilises telle ou telle blockchain. Là, ça peut aller. C'est pour moi la seule façon pour interdire l'utilisation d'une blockchain. Et bien sûr, sans verser dans le conspirationnisme, ça n'est jamais arrivé que les opérateurs en fait aient été sollicités par les membres du gouvernement pour examiner des communications téléphoniques, ne serait-ce que par mobile ou Internet. Ça se fait déjà. Ils le font déjà en fait. Bien sûr.
C'est la bataille du monde centralisé qui essaie de garder encore quelques miettes de pouvoir. Finalement, quand on était sur Internet, c'est à peu près la même chose. Hein. Au départ, c'était ARPANET, c'était un réseau militaire. Les États, les Américains en premier et les autres ne voulaient surtout pas qu'Internet ça soit libéralisé, que le peuple y ait accès. Vous vous rendez compte quel danger si tout le monde discute entre eux et se donne des informations, c'est dangereux. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on voit très bien qu'entre ce qu'on voit à la télé et ce qu'on voit sur Internet, en termes de médias, il y a 2 poids 2 mesures. Les jeunes, d'ailleurs, et dont je fais partie, je m'informe de plus en plus maintenant, moi, via mes propres sources sur Internet. Je regarde quasiment plus les médias traditionnels, j'allume plus TF1, M6, ça ne m'intéresse même pas, tout ce qui est médias centralisés. Et c'est la même histoire qui se répète. C'est-à-dire qu'au départ, ils ont voulu interdire Internet en disant « Ouh là là, HTTPS, on n'a pas le droit, c'est pas bien, etc. » Quand les gros Amazon, etc. ont commencé à s'y mettre, le e-commerce, finalement, ils ont légiféré, ils l'ont accepté. On vit la même chose. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est un peu le chant des dinosaures. Ils sont en train d'essayer de rattraper un petit peu comme ils peuvent la chose, en se rendant bien compte petit à petit qu'ils ne peuvent pas y toucher. Ils ne peuvent rien faire. J'ai envie de dire, c'est comme si le verre était dans la pomme, façon de parler. On n'arrête pas une révolution, surtout une révolution telle que la blockchain, qui est une technologie qui est résiliente. Au plus on attaque la blockchain, au plus on la renforce. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Donc, à mon avis, pour moi, c'est la même histoire qu'Internet. Les États ont beau faire ce qu'ils peuvent pour essayer d'interdire, pour essayer de limiter. De toute façon, la révolution est en marche. Alors moi, je parlais depuis mon petit point de vue, ma petite lorgnette de juriste, hein, donc elle est vraiment étroite. Je serais tout de même assez étonnée que ce soit le cas parce que je vois bien, par exemple, l'ADAN, qui est tout de même l'association des actifs numériques. Quand on regarde la composition de leur conseil d'administration avec la BPI, les plus grands au capital, hormis nos grandes sociétés, genre Ledger, etc., très clairement, ils sont en train de pousser à mort cette techno, quoi. Donc, ça colle pas, quoi. Mais bon, après, je suis pas dans les petits papiers. Ok. Bon, je pense qu'on pourrait en parler encore longtemps et de toute façon, à mon avis, on aura d'autres sujets pour nos prochains webinaires parce que je pense qu'il y aura des choses encore à dire. Franck est en train de parler, mais tu es en mute. Franck. C'est peut-être non, il parle à ses collègues, d'accord, ok. Ouais. Bon, voilà. Écoutez, je pense qu'on va arrêter ce tout premier webinaire. Je vous remercie en tous les cas d'avoir consacré du temps, d'y avoir participé. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère qu'on pourra renouveler cette expérience si ça vous tente sur d'autres sujets, mais qui vont toujours tourner un petit peu autour des métaverses, des NFT, etc. Voilà. Et j'espère que nos participants auront appris aussi pas mal de choses. Dans tous les cas, vous retrouverez en replay cette vidéo sur les réseaux sociaux. On mettra les liens qui vont bien pour que tous ceux qui n'ont pas pu y assister ou qui sont partis en plein milieu parce que raison professionnelle ou autre, pourront comme ça de nouveau la visualiser tranquillement ce soir à la place, comme Romain, de regarder TF1 et M6. Ils pourront regarder notre webinaire. Voilà. Eh bien, écoutez, bonne fin d'après-midi à tous. Un grand merci et à bientôt. Bye bye. Merci. Au revoir. Merci. Salut. Merci. Ciao.